que j'ai fait le filou, en fait. Donc, je les ai tous invités. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'on a invité les médias. Et donc, il y a eu TF1, il y a eu un samedi soir, j'ai un interview qui est passé en direct sur TF1. D'accord. J'ai annoncé que je sortais ma BD en plein direct. Les éditeurs sont là, me regardent et se posent la question, mais avec qui il a signé? On coupe la caméra donc avec le journal. Je me tourne vers eux et je leur dis, alors les gars, je signe avec qui? Monsieur Berthéwan, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Merci pour l'invitation. C'est normal, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est vrai. Tu vois, on devait faire ça il y a quand même quelques temps. Et on t'avait déjà reçu, là, j'ai regardé. On t'est venu dans un événement à Black Network le 13 juillet 2018. Déjà. Tu vois comment le temps passe vite? Bientôt 6 ans. Et depuis ce moment-là, on se suit, on s'appelle de temps en temps, on voit comment chacun évolue. Et je vois toujours ta trajectoire, toujours en ascenseur, tu vois, mais qui s'élève. Et récemment, quand j'ai vu que tu as intégré Starting Block, je me suis dit, bon, là, il y a vraiment encore une occasion qu'il faut pas louper, un momentum. Et tu m'as dit, là, j'ai des choses à dire. C'est ça? Tout à fait, effectivement. En tant qu'artiste, évoluer tout seul, déjà, on va dire que c'est une bagarre. Et là, le fait d'être accompagné justement par une agence, l'agence Starting Block, l'agence de Booba. Ouais, qui est donc connue étant l'agence de Booba, mais aussi de Claire Dabrowski et de Anne, qui est l'agence de Booba, Anne Simon, tout à fait. Donc voilà, je suis avec des vrais professionnels capables de pousser le truc encore plus loin. Totalement. Donc ça, on va en reparler plutôt vers la fin. Mais avant, on va essayer de comprendre déjà d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu en es venu à intégrer, pourquoi est-ce qu'on a pensé à toi pour intégrer cette équipe d'élite. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de l'ambition. Parce que le podcast s'appelle Kalimandjaro, avec l'idée qu'on est là pour atteindre les sommets. C'est pour ça qu'on est venu en France, ou en tout cas qu'on nous a amenés en France. La question que j'ai envie de te poser à toi, c'est quel est ton Kalimandjaro? Quel est ce point culminant que tu souhaites atteindre, ton objectif ultime? Alors là, c'est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où aujourd'hui, je pense que je n'ai plus de barrière. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. Ah ouais? À l'époque, je t'aurais dit oui, je voudrais être, je sais pas moi, un artiste, comme je fais de la BD, mais je fais aussi du street art, mais j'écris aussi, notamment pour le cinéma. Donc, à l'époque, je t'aurais dit, je veux être un grand auteur de BD. Alors que non. Aujourd'hui, je veux être auteur, je veux être éditeur, peut-être un jour producteur, je veux être écrivain, je veux être scénariste, mais je pourrais m'arrêter là. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Ouais, il y a 3 petits points derrière, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, je veux travailler peut-être dans le monde. Je veux travailler dans mon continent. Je veux travailler... Enfin, j'ai plus peur de rien. Alors, tout de suite, ça appelle plusieurs commentaires. Mais déjà, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui a entraîné ce shift? Parce qu'en fait, t'expliques dans une interview, notamment celle avec notre gars Papou, où t'expliques que t'as fait la première partie de ta vie. Un jour, tu rencontres un galeriste et tu lui as dit, voilà, je te raconte ma vie et maintenant, avec toi, on va écrire la deuxième partie. Et à ce moment-là, je pense que dans ta vision, tu avais déjà la BD dans les poches, tu étais vraiment reconnu comme étant tu te savais en tout cas être un dessinateur, tu faisais du graphe et donc des œuvres avec du graffiti, mais pas sur les murs, mais plutôt dans les galeries, pas que, mais aussi dans les galeries. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te dire, en fait, je peux aller beaucoup plus loin que ça encore? En fait, je me suis retrouvé. Parce que c'est vrai que j'ai une histoire atypique. Alors, si tu me poses des questions, j'en parlerai, mais en tout cas, c'est vrai que je reviens de très loin. Mais très tôt, je peignais déjà sur les murs. D'accord. Il y a la culture hip-hop qui arrivait, et j'étais là, en fait, et j'ai vu les choses tout petit, et je me suis mis à peindre sur les murs. Mais je me suis arrêté. D'accord. Parce que voilà, c'est la vie. Je me suis arrêté. Et des années plus tard, donc, je me retrouve et je me dis, mais il faut reprendre les bases. Et le hasard fait
que, enfin, je crois pas vraiment au hasard, mais en tout cas, les choses... Nous et toi et mon sait. N'est-ce pas? En tout cas, les choses font que aujourd'hui tout a évolué. Ceux qui peignaient sur les murs aujourd'hui peignent aussi... dans des galeries, quoi, sur des toiles. Dans des galeries, sur des toiles, etc., sur différents supports. Et puis surtout, hier, les gars peignaient dans des terrains vagues. Aujourd'hui, on apprend qu'un tel est au Japon, un tel est aux États-Unis, etc. Les choses se font en grand. Et donc, faut avoir peur de rien. En fait, c'est les expériences. C'est le fait de pratiquer où tu as vu que ce que tu fais peut t'amener beaucoup plus loin. Je me souviens parce que je te suis beaucoup sur les réseaux, de cabinets d'avocats qui veulent prendre tes toiles pour les mettre dans leur cabinet. Ça te permet, ça te débloquer finalement des limites en toi, c'est ça? Alors, il y a de ça, c'est vrai, mais c'est surtout mon entourage aussi. Ok. Que ce soit familial ou amical. J'ai mes gars, en fait, qui n'ont jamais lâché l'affaire avec le côté culturel, la peinture, etc., qui, eux, évoluaient et allaient dans des grandes galeries, etc., et me disaient, en me voyant, mais Berthé, qu'est-ce que tu attends? T'es aussi fort, tu fais plein de choses, etc., mais tu franchis pas le pas. Pourquoi, en fait? Et puis moi, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour moi, ça. Okay. Et finalement, à force, je me rends compte que, mais non, en vérité, non seulement je suis légitime, j'en suis capable, et surtout, moi, j'ai une dalle de Renoir. Ah oui, c'est-à-dire que quand on met le pied dans la porte, ça y est, nous, on défonce la porte. Et donc, on peut y aller et on va aller loin. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est un point que je voulais aborder peut-être plus tard dans la discussion, mais comme on en parle là, c'est bien que tu l'abordes. Parce que, en fait, j'ai l'impression que toi, t'as toujours eu des gens qui croyaient en toi plus que toi-même. Comment tu l'expliques ça? Alors malheureusement, ça vient de très loin. D'accord. Tu sais, moi, je fais partie de la génération Club Dorothée. Ouais. Et quand j'étais gamin, donc je voyais Cabu dessiner. Et moi, je me posais la question, déjà plutôt, j'ai tout de suite vu ce truc de « Waouh, c'est super ce qu'il fait, je veux faire la même chose ». Et donc, je me suis mis à dessiner. En dessinant, je me rends compte que c'est facile, mais je connaissais pas vraiment je savais pas vraiment si j'avais du talent ou quoi. Juste, voilà, je dessine comme je dessine. Et c'est les gens autour de moi qui me disaient « Waouh, c'est super ce que tu fais ». Avec le temps, mes professeurs me posaient la question « Berthé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et quand je répondais « je voudrais être dessinateur », on répondait « Oh, choisis un vrai métier ». Ah. Et puis mes parents, la même chose. Ok. Les parents, quand ils me voyaient dessiner, ils me disaient « Arrête tes bêtises là, va faire tes devoirs ». Donc pour moi, le dessin, c'était pas un métier. Donc sans compter le contexte, on va dire, social dans lequel j'ai évolué. Ouais. J'ai grandi à La Courneuve, au 4000. Donc, autour de moi, disons que le dessin, c'était sympa, mais il y avait d'autres priorités. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai complètement arrêté le dessin. Mais tu vois, je me souviens que quand on t'avait reçu, à la fin, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu dis à tous les gens qui sont comme moi et qui déconseillent à leurs jeunes frères et sœurs, même je pense à mes enfants aussi, qu'ils leur déconseillent de se lancer dans les métiers artistiques. Et toi, tu disais, allez-y, tentez quand même. Il faut les laisser tenter parce que sinon, ils vont se sentir frustrés de ne pas avoir fait ce qu'ils voulaient. Et peut-être qu'il y a leur talent dedans et qu'il y a des opportunités dedans. Et c'était en 2018, donc on est en 2024 aujourd'hui. J'ai vu plein de choses qui m'ont permis de switcher sur ce point de vue. Mais l'élément fondateur, c'est surtout que, tu vois, nos parents, je pense qu'ils ont grandi dans une société où il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. En tout cas, les opportunités, elles étaient limitées, surtout quand on était en Afrique et peut-être aussi quand ils sont arrivés ici. Et alors que là, nous, on grandit dans une société qui est, on peut le dire, on peut la critiquer, mais qui est développée. Et donc, il y a de l'argent dans beaucoup de secteurs différents. Et ce qui fait que ici, on peut tenter des choses que nos parents ne pouvaient pas tenter parce que sur certains secteurs, comme l'art, il y a de l'argent aussi. Et nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants peuvent s'épanouir financièrement. Est-ce que tu confirmes ça? Ah, mais non seulement je confirme ça, mais j'irai plus loin. Je dirais que à la base, nous qui venons de très loin, nous qui avons des origines d'ailleurs, pour ne pas dire africaines ou quoi, mais en tout cas qui venons de très loin, avons nous aussi une culture. Sans compter que j'aime bien le dire comme ça, on a une essence divine. Une essence divine? Une essence divine. Ok. Dieu nous a donné quelque chose à tous. Ouais. Et puis certains ont on va dire, ce qu'on appelle un don.
Et certains, je sais pas moi, j'aime bien dire que tu donnes un ballon de foot à un jeune, tu comprends que ça c'est un Zidane en puissance. Ouais. Il y en a, tu vas leur donner, je sais pas moi, tu vas les mettre sur un tatami, tu vas dire ça c'est un Teddy Riner en puissance. Il y en a d'autres, tu vas lui donner un stylo, une feuille, tu comprends que ça c'est un futur, je ne sais pas. C'est un Berthet en puissance. Non, non, pas encore. J'espère, peut-être un jour, mais en tout cas, tu comprends qu'il a quelque chose. Sans compter qu'on a des choses à raconter, nous. On vient de loin. Ouais. Notre culture, nos traditions, un truc tout simple, la famille. On a des choses à raconter, à écrire, à dessiner, à peindre. Et c'est des choses que bien d'autres personnes n'ont pas. Nous, on a une richesse dans tout ça qu'on doit mettre en avant. Et ces gamins, en fait, on se donne, mais il faut les laisser s'exprimer. Totalement. Totalement. Et ça, on va en reparler. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je me souviens, je t'avais appelé tellement ces dessins m'avaient touché. Tout ce que tu as fait autour de When We Were Kings, tu vois. Et ça, on va en reparler par la suite. Peut-être que là, on est déjà bien rentré dans le podcast. Si tu peux, ne serait-ce que te présenter rapidement. T'as donné quelques éléments, la Courneuve, les 4000. T'as pas dit de quelle origine t'es. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aujourd'hui si on demande qui est Berthet One? Tu vas dire quoi? Alors, je m'appelle Berthet One. Je suis né en France, mais mes origines sont congolaises. D'accord. Je suis issu d'une famille nombreuse, avec des parents qui nous ont inculqué les valeurs qu'on connaît, travailler, aller à l'école, etc. Et puis moi, j'étais donc famille nombreuse. Je suis situé au milieu. D'accord. Parmi les frères et sœurs. On est 7. Ok, comme moi. Et dans tout ça, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, j'aime bien dire, dans une famille, il y a souvent un vilain petit canard. Et moi, j'étais celui qui, tout de suite, je voulais gagner de l'argent. Ok. Donc, très tôt, eh bien, j'ai fait ce que j'avais à faire pour gagner des sous. Et en fait, ça finit par braquer des bijouteries, braquer des banques, etc. Et donc, voilà, casse-prison, condamné à une peine sévère, 10 ans de prison. Et pendant ces quelques années enfermé, je suis resté 5 ans, eh bien, ça a été une prise de conscience. Je me suis rendu compte, mais non, mais qui je suis, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, c'est pas possible. Et il est temps de changer mon fusil d'épaule. Et donc, j'ai retrouvé tout ce que me disaient mes parents. Parce que mes parents, en fait, ont une façon de penser qui est hors norme. C'est qu'on vient de loin et il faut aller tout au bout. Et peu importe, en fait, ce qu'il va y avoir sur notre chemin. Mais quoi qu'il arrive, levons la tête et allons-y. Et donc, moi, je suis enfermé et je me dis, ben voilà, je vais écouter ce que me disaient mes parents. Je vais donc reprendre mes études. Je reprends mes études en prison. Je passe un bac, un BTS et je continue, surtout j'ai repris ma passion. Ma passion, c'était le dessin. Et en reprenant ma passion, eh bien, les gens ont vu comment je dessinais, m'ont inscrit à des concours. À chaque fois, je gagnais des concours. On m'a inscrit au Festival d'Angoulême. Et en prison, j'apprends que je gagne. Un concours qui s'appelle Transmuraille, pendant le Festival d'Angoulême, organisé et jugé par des professionnels de la BD. Et de là, je suis toujours en prison. Mon dessin, lui, est sorti. Et puis, j'ai un parloir. Un monsieur qui vient avec une mallette, un monsieur blanc. Et je me dis, mince, ça, c'est la police. C'est des problèmes. N'est-ce pas? Or, le monsieur me dit qu'il est éditeur, qu'il a vu mes dessins pendant le festival. Il me pose la question, est-ce que d'autres éditeurs sont venus te voir? Et je lui réponds que non. Et je le sens tout content. Et il me sort un contrat. C'est là où je me suis dit, je crois pas que tu vas m'arnaquer comme ça. T'étais pas, parce que t'aurais pu te dire, opportunité, belle opportunité, mais toi, tu restes serein, quoi. Alors oui, non, la chance que j'ai, c'est bon, j'ai gardé la tête froide. Et puis surtout, j'ai repris des études de communication aussi. Et donc, je savais aussi, enfin, j'ai toujours su communiquer, sans compter que j'aime bien dire que ce côté qu'on a, ces petits jeunes de banlieue, en fait, ont un côté où, voilà. Tu m'impressionnes pas, en fait. Non seulement tu ne m'impressionnes pas, mais surtout, on sait mener notre barque. Ok. On sait faire des affaires. Même si, malheureusement, les jeunes aujourd'hui, voilà, c'est plutôt autre chose. Mais, en tout cas, j'ai pas peur de discuter, j'ai pas peur de négocier. Et donc, surtout, je vais pas me presser. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien fait d'apaiser le truc. En gros, ce que je lui ai dit, c'est, vous me sortez un contrat, je vais prendre votre contrat,
j'en parlerai à mes avocats. Genre, j'avais des avocats spécialisés sur les droits d'auteur. À l'époque, j'avais que des avocats criminels. Ouais, forcément. Mais bref, je prends le contrat et donc j'en parle en fait à mon entourage. Et eux ont évolué dans la culture. J'ai donc un frangin qui était manager d'un groupe de rap, etc., etc. Donc voilà, j'en parle à mon entourage qui tous me disent surtout patiente. Une fois dehors, tu seras dans les meilleures conditions pour bien faire les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ma sortie, surprise, on me propose ma première expo rue du Faubourg Saint-Honoré, donc juste derrière les Champs-Élysées. Mais juste, excuse-moi, je t'interromps. Ce concours-là que tu gagnes quand tu es en détention, c'était à quel moment de ta peine? Tu étais au milieu, à la fin, au début? Alors, j'étais au milieu de ma peine. Au milieu, d'accord. Donc, il y avait encore du temps. Ouais. Et c'est pour ça qu'on m'a dit patiente. Mais moi, je trouvais que, waouh, il reste encore du temps, c'est loin, comment ça? Bref, j'ai quand même patienté. Et quand je sors, on me propose cette expo, c'est là où j'ai invité toutes les personnes parce qu'entre-temps, d'autres des éditeurs sont venus me voir. D'accord. Et donc, je sors, j'ai ma première exposition dans un beau lieu, et donc j'invite tous ceux qui m'ont sollicité. Et tu les invites avec quelle vision? Tu te dis, voilà, je vais faire monter la sauce, oui, pour qu'ils voient vraiment quel est mon potentiel, et après je les mets en concurrence. C'est ça la stratégie? C'est exactement ça. Ok, d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait le filou, en fait. Donc, je les ai tous invités. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'on a invité les médias. Et donc, il y a eu TF1, il y a eu un samedi soir, j'ai un interview qui est passé en direct sur TF1. D'accord. J'ai annoncé que je sortais ma BD en plein direct. Les éditeurs sont là, me regardent et se posent la question, mais avec qui il a signé? On coupe la caméra donc avec le journal. Je me tourne vers eux et je leur dis, alors les gars, je signe avec qui? Donc, ils se sont battus pour signer avec. Ouais, t'as vraiment fait monter la sauce, quoi. C'est ça. Littéralement. D'accord. Et moi, la question que je me pose déjà, c'est, toi, t'as l'air d'être une crème, tu vois. Moi, je te connais. Je sais que t'es une crème, t'es adorable, mais on t'imagine même pas dans les activités dans lesquelles t'étais auparavant. Comment tu peux expliquer que un jeune comme ça, qui est une crème, bascule dans la criminalité? Alors, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est l'environnement qui veut ça. D'accord. Et puis surtout, tout est mental. Il y a plein de gens bien qui ont un potentiel complètement ouf. Toi, le premier. Tu vois, quand on te voit un grand garçon comme ça, là, on te connaît, t'es calme, t'es posé, t'es gentil et tout. Mais dans l'urgence, t'es capable de faire des trucs de fou. Et ça se traduit comment? Pour nous, par exemple, pour nous, personnes racisées, pour nous, Africains, qui voulons évoluer, eh bien, ça se traduit par un combat. Et tout commence par le mental. D'accord. On nous voit calme, posé, souriant. On sait pas qu'on est déter à l'intérieur. On a envie d'avancer, on a envie de faire les choses. Et donc, moi, c'est la même chose. On me voit gentil et tout. Mais à d'autres moments, il faut faire ce qu'il faut faire à un moment donné. D'accord. Et je pense qu'on a tous dans notre entourage, enfin on est nombreux plutôt, je dirais, à avoir dans notre entourage des jeunes comme ça qui sont peut-être un peu sur des chemins un peu déviants ou qui ont déjà dévié. Moi, ce que j'ai compris de ton parcours, c'est que tes parents t'ont donné des valeurs fortes. Même si tu les as pas suivies au départ, c'est resté comme ça, comme une matrice dans ton cerveau. Qu'est-ce que toi, tu te donnerais comme conseil à un grand frère, une grande sœur, un papa, une maman qui voit que il a un neveu, un fils, un frère qui se détourne? Quel conseil tu donnerais? Alors, le conseil que je donnerais déjà, c'est, en fait, déjà, en tant que parent, en tant que quelqu'un qui apprécie l'autre, qui connaît l'autre, donc on le connaît, on sait plus ou moins, il faut essayer de détecter ce que la personne aime à la base. Parce que moi, je dis qu'il n'y a pas plus beau métier, il n'y a pas plus belle façon d'évoluer dans la vie que de faire ce qu'on aime. Et donc, quand on a un petit frère, quand on a un fils ou une fille qui est un peu dans les... eh bien, quand on le connaît, on sait que, mais toi, quelle est ta passion? Peu importe la passion qu'on a, on peut toujours la rattacher avec quelque chose où il pourra gagner sa vie. D'accord. Au départ, c'est de la passion. Mais quand on fait quelque chose de façon passionnée, justement, on la fait bien.
Et puis surtout, la valeur travail, le temps passé, etc., on calcule même plus. Moi, j'aime dessiner, je peux dessiner pendant des heures. Que tu me payes ou que tu me payes pas, c'est ce que je faisais. Je vais le faire. Okay. Aujourd'hui, la chance que j'ai, effectivement, c'est que je dessine et je suis payé. Mais même si aujourd'hui, j'étais dans un autre corps de métier, eh bien, je dessinerais quand même. Donc aujourd'hui, le truc pour nos enfants, c'est d'essayer de trouver quelle est leur passion. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont te dire, ouais, ben moi, c'est le sport, etc. Mais nous, parents, les parents qu'on avait, le sport, ah, ça c'est bien beau, mais ça c'est l'amusement seulement. Ouais. Alors que non, c'est ta passion. Ça peut être effectivement de l'amusement, mais on ne sait jamais. Donc il faut d'abord laisser l'enfant s'exprimer, aller au bout de lui-même, surtout si on voit qu'il a des capacités. Et en parlant de capacités, je suis désolé, mais nous les Africains, on en a des capacités. Ouais. Non seulement physiques, mais surtout intellectuelles. Et ça, c'est des choses qu'on ne met pas en avant. On parle trop de « ouais, t'es grand, t'es fort, machin », le physique. Mais non, mais on a un mental de ouf. Ouais. Si on n'avait pas un mental de fou, mais est-ce qu'on aurait résisté à l'esclavage, à la colonisation? Et regarde même encore aujourd'hui ce qui se passe. Quand tu discutes avec les gens, mais je vois qu'il y a un changement énorme dans les mentalités. On sent que les gars sont déterminés. Et je parle même pas des femmes. Nos mamans, là, mais c'est les plus fortes. Ah, mais il n'y a rien à dire. On parle des mamans, mais on parle même de nos sœurs. Nos sœurs, qu'est-ce qu'elles supportent? Aujourd'hui, on vit en France, mais incroyable. Et si on était faible, comme il se dit, ou on va dire d'autres personnes peuvent dire de nous, mais là, on n'existerait plus. Ouais. Impossible. Totalement. On ne se serait pas sorti. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et quand on te voit, toi, on voit que tu sembles avoir réussi à tirer profit des expériences que tu as eues avant pour aujourd'hui être celui que tu es. Et la question que j'ai envie de te poser, non pas que je veuille dire aux gens tous aller faire la même chose pour devenir ce qu'il est, mais mon message est plutôt de dire à chacun d'aller puiser dans des périodes de sa vie qui sont pas forcément les meilleures pour pouvoir être fort aujourd'hui. Quels sont les skills, les compétences que tu penses avoir acquis dans ta vie d'avant et qui te sont aujourd'hui utiles? Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, j'ai fait le filou par rapport à la personne, à l'éditeur qui me proposait des contrats. J'imagine que tout ça, en fait, c'est des petits réflexes que tu as acquis de ta vie d'avant. Toi, quels sont ces réflexes-là qui te sont beaucoup utiles, particulièrement utiles dans ta vie d'aujourd'hui? Alors, déjà, je pense que j'ai toujours été déterminé. Ok. À une époque de ma vie, j'ai été déter. Ma motivation, comme je le disais, c'était l'argent. Donc, j'ai été déterminé pour gagner de l'argent de façon illicite, mais peu importe. Pour moi, il fallait gagner des sous. Okay. Et donc, c'est cette chose qui était que on essaie quelque chose, on rate, c'est pas grave, on continue. Et ben aujourd'hui, ça me sert. D'accord. Aujourd'hui, dans mon métier, tous les métiers artistiques, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, on n'arrive pas comme ça. J'ai envie de dire dans pas mal d'autres métiers aussi. Mais c'est vrai que dans la culture, c'est pas facile. Et donc, on peut se faire jeter à gauche, à droite, devant, derrière, on lâche pas l'affaire. Sans compter, encore une fois, que je fais partie de ces gens qui, si tu me fermes la porte, je passerai par la fenêtre. Ok. Donc, je pense que ça, énormément de jeunes issus des milieux défavorisés, énormément de personnes vivent dans ce genre de conditions. Et donc, tout le monde est capable, en vérité. Et ça, tu dirais, c'est exactement... C'est là où tu puises la force aujourd'hui pour pouvoir surmonter tous les obstacles. Est-ce qu'il y a une situation, un exemple concret où tu t'es dit, ah bah tu vois, ça c'est parce que moi je suis un mec de quartier, là dans cette situation-là, j'arrive, là où mes collègues là, ils sont en galère. Mais en fait, il y en a plein. Déjà, le truc tout bête, c'est, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis passé par la case prison. En prison, je me mets à dessiner et je discute avec un collègue et je lui dis, quand je sors d'ici, moi je change de vie. Il rigole, il dit, oh, Berthé, oh, c'est bon, on te connaît, toi, tu vois. Berthé, la conne, machin, toi, c'est, tu vois. Et je lui dis, non, moi, je change de vie. Et je lui dis, un jour, tu verras même. Tu me verras dans des émissions ou à la télé ou je ne sais pas quoi. Ok. Il éclate de rire. Et tu te voyais, c'est quoi, c'est une intuition
Tu te considères comme quelqu'un d'intuitif? Alors, c'est plus qu'une intuition. Honnêtement, je le savais. Je savais, en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, non seulement je suis déterminé, après, j'ai un truc qui m'est propre aussi, qui est que moi, je crois. Et donc, je me suis donné les moyens de tous les côtés. C'est-à-dire que physiquement, j'allais dans mon truc, intellectuellement, je savais, j'étais focalisé, mais on peut rien faire. Et donc voilà, je me suis donné toutes mes chances. Je savais que j'irais là-bas. Maintenant, où est-ce que j'irai? À quel point j'irai loin ou pas? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais que ça se passerait par la valeur travail. Et c'est en travaillant que je me rends compte, mais en fait, je suis capable d'aller bien plus loin que je ne le pense. Ouais, ce que tu disais au début. Et quand je t'entends, je pense à cette phrase de Roth qui dit « La prison fait de certains des cons, d'autres des gens respectables ». Et on se rend pas compte que cet événement ou cette partie de la vie peut être finalement un accélérateur, un déclencheur de quelque chose de positif. Et qu'on peut tous utiliser des moments difficiles pour en faire quelque chose de positif, être un alchimiste, comme on dit. Merci. Tu as lu ce livre? Je l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Mais merci parce que tu as bien dit la chose. Effectivement, parce que j'ai déjà été interviewé et on m'a dit finalement non, c'est pas grâce à la prison, c'est grâce à moi-même que finalement j'avance. Mais effectivement, le truc c'est que peu importe les moments difficiles qu'on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en capacité d'affronter toute chose grâce à Dieu. Ouais. En tout cas, le truc, c'est que il faut rien lâcher, il faut travailler, puis c'est possible. Mais un truc qui est difficile, et moi je l'ai vécu parce qu'à l'époque je fumais, et quand j'ai voulu arrêter de fumer, il a fallu que je me coupe de tout l'entourage et de tout l'environnement avec lequel je fumais et qui me ramenait à cette vie-là. Et la difficulté, je pense que dans ta situation, et je sais que dans certaines interviews t'en parles, c'est aussi de devoir te couper du monde avec lequel, des potes que t'avais, de tout. Comment est-ce que t'as trouvé la force de dire, vas-y, je change de vie et donc je change d'environnement aussi? Alors, parce que je suis quelqu'un, en fait, qui a plusieurs mondes. Moi, j'ai un comportement avec ma famille. J'ai un autre comportement. En tout cas, j'avais un autre comportement quand j'étais dans la rue avec les copains. Ok. Aujourd'hui, par rapport à mon métier, quand j'évolue, je sais pas moi, avec des galeristes, ou quand je suis face à un ministre, ou quand je suis face à des artistes, etc., c'est toujours le même Berthé. Mais je sais aussi je sais aussi m'adapter, en fait. Et donc, à l'époque, j'étais avec des gars, on était tous dans cette motivation d'aller chercher de l'argent bizarrement, mais je n'avais pas que ça. Ok. Du coup, il suffisait simplement aujourd'hui, tiens, j'ai envie d'aller sur cette route. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur cette route. À un moment donné, je préfère rester sur cette route. Et quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas de cette route-là. Et donc, je n'ai pas coupé. Même mes copains d'avant sont toujours là. Seulement, quand ils viennent me prodiguer des conseils ou on va dire d'autres, je sais m'écouter d'abord. Bon, en même temps, j'ai toujours su m'écouter, mais je sais ce que je veux, voilà. Ouais. Et donc, voilà, je sais que ma destinée est là-bas, donc je ne bougerai pas de route. Ouais. C'est en fait, on va dire que c'est le fait de garder les yeux sur ton objectif. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui te permet de te dire, est-ce que ce que je fais là, ça me rapproche de l'objectif ou pas? Et avant, tu avais un objectif X, donc tu faisais tout ce qu'il y avait à faire pour aller vers l'objectif X. Maintenant que tu es tourné vers l'objectif Y, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et c'est marrant parce que, encore une fois, en fait, tu as cette personnalité où on n'a pas l'impression que tu es stratège, tu es calculateur et tout, mais en réalité, quand on voit ton parcours et quand on voit comment tu mènes ta barque aujourd'hui, en réalité, tu es très bien, tu es très déterminé et tu as une vraie stratégie, véritablement. Mais clairement, en fait, il faut simplement se fixer des points. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des impondérables, il peut y avoir des galères, il peut y avoir mais à partir du moment où tu regardes droit devant là-bas, faites comme un cheval de course, avec les ornières et on avance. Totalement. Totalement. Et donc, ce qui m'intrigue aussi, et ce qui m'impressionne même, je dirais, chez toi, c'est ta capacité à t'organiser, à t'entourer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je t'ai dit, faisons le podcast, tu m'as dit, oui, ok, vas-y, sur le principe, je suis d'accord, mais vois avec telle personne de mon équipe pour gérer les dates. Et quand on s'est rencontrés, je sais pas, non, c'est pas elle, mais Anouk,
ton avocate, je sais pas si c'est encore ton avocate, mais en tout cas, Anouk Michelin, qu'on salue, eh bien, c'est elle qui gérait cette partie-là. Et tu avais quelqu'un d'autre qui gérait ton management, qui tout de suite a réussi à créer un écosystème autour de toi, sachant que toi, ton art, c'était le dessin, mais tu avais besoin de fonctions support, comme on dirait aujourd'hui en entreprise. D'où t'es venue cette mentalité, cette vision, cette idée de savoir s'entourer pour pouvoir performer? Alors ça, je l'ai vu parce que, comme je te le disais, j'ai différents frères. Ok. Et un de mes frères fait partie de ceux qui ont apporté la culture hip-hop en France. D'accord. Donc j'ai vu comment il fonctionnait. Sans compter que j'ai mon cousin Chouchou que je salue, qui lui à un moment manageait un groupe de rap connu du 9-4. D'accord. J'ai vu en fait que tous étaient organisés. D'accord. Avec des managers, des avocats, des machins. Moi je me suis dit à un moment donné, je suis un petit dessinateur, mais je vais faire comme si j'étais un grand dessinateur. D'accord. Et je vais surtout parler aussi avec des grandes personnes capables de m'emmener loin. Mais ces personnes-là, il faut qu'elles voient en moi quelqu'un de carré. Et donc, à l'époque, c'était les copains, tout simplement. Avec le temps, et je me suis organisé effectivement avec avocats, etc. Ouais. Mais du coup, c'était hyper important de montrer une organisation. Sans compter que je sais que sans organisation, c'est compliqué. Ouais. On est des artistes. Et puis moi, ce qui est génial, c'est que ça me permet de rester focus dans mon art. Je me prends pas la tête dans de la paperasse, dans des rendez-vous, dans des machins. Moi, j'ai une histoire. J'ai pensé à cette histoire. Je l'écris, je la dessine, je fais mon truc. Et puis tous les impondérables, les trucs bien relous, c'est pas pour moi. Mais je garde un œil dessus. Évidemment. Ah, tu gardes quand même un œil dessus. Alors ça, c'est mon côté mec de quartier. Ouais. On se fait pas carotte comme ça. Ouais, et donc, c'est important. Et j'ai envie de dire, même, c'est mon côté aussi, c'est important que nous soyons des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires. Il faut savoir mener notre barque de tous les côtés possibles. Mais maintenant, je sais aussi que j'ai des lacunes. Ouais. Et donc, je mets les bonnes personnes pour faire les bonnes choses qui me serviront à avancer. Et donc, ça, tu te dis, c'est le hip-hop qui t'a aidé, qui t'a amené ça, mais clairement. Au final. Clairement. Parce que moi, je considère que le hip-hop sauve beaucoup de gens. Sur l'aspect culturel, certes, mais aussi sur l'aspect business, comme tu as dit. Nous, on est des enfants du secteur A. Je sais pas si tu te souviens, mais le premier jour où on s'est vu, à Comone à Paris, j'avais un t-shirt secteur A. Et tu m'as dit, ah, toi, t'as un t-shirt secteur A. Ça veut dire qu'on a le même mindset. Yes. Et donc, le secteur A nous a appris, en tout cas moi personnellement, ça m'a appris que des Noirs pouvaient réussir, et pas forcément que devant le micro, mais qu'il y avait aussi un écosystème derrière le micro. Toi, si tu devais dire tout ce que le hip-hop t'a appris, au-delà de cette capacité-là à s'organiser, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah mais moi, ça, c'est complètement fou, parce que il faut pas oublier une chose. On parle du hip-hop, mais à la base, le hip-hop, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Ça s'est créé dans certaines circonstances. Les Noirs, c'était compliqué pour les Noirs en Amérique. Et il a fallu justement tout ce truc qui fait que il a fallu une organisation. Il a fallu des bases, des valeurs. Cette culture hip-hop, à la base, c'était quelque chose de social. C'était quelque chose pour que les Noirs puissent relever la tête, puissent s'organiser, puissent bien faire les choses. Et ça a sauvé énormément de personnes. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Même si ça se perd de plus en plus, parce que le hip-hop d'hier, c'est pas vraiment le hip-hop d'aujourd'hui, mais ça, on va dire, c'est une autre conversation. Mais en ce qui me concerne, le hip-hop, ça m'a donné des valeurs, ça m'a donné des bases aussi, en plus de celles de ma famille, de celles, etc. Mais quand je me suis retrouvé avec justement les différentes valeurs que j'avais, les différentes capacités que j'avais, et surtout, à un moment donné, je me dis, je vais m'organiser. Et je vais m'organiser comme un rappeur. Et en fait, ça vient du hip-hop. Quand je voyais, plein de groupes de rap qui étaient organisés, etc., mais je me suis dit, mais dans le dessin, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, moi, je vais le faire. C'est ça, surtout. Parce qu'effectivement, tu avais l'exemple des rappeurs. Des graffeurs, on a vu depuis qu'on est petit. Je me souviens des magazines, la Radical, à la fin, il y avait plein de pages de graphes. Mais il n'y avait pas une économie mature, un marché mature autour du graphe qui te permettait de te dire, voilà, je suis cette route-là. Et finalement, toi, tu te dis, tu vas être obligé de créer cette route.
Alors, la créer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je ne le voyais pas, ou en tout cas, il n'y en avait pas tant que ça. Et du coup, effectivement, je pars de l'idée que, en fait, comme la fameuse phrase, là, je ne savais pas si ça existait, alors, enfin, que c'était faisable, alors je l'ai fait. Ouais. Eh ben, c'est un peu ça. Je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. C'est ça. Et donc, tu viens du hip-hop, ce milieu d'hip-hop, t'apprends à te structurer, t'apprends à t'organiser. Toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, t'es quelqu'un qui se concentre sur son art. Toi, tu peins, tu dessines, tu écris. Et les autres, tout ton écosystème autour, fait son taf, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour quand même avoir cette capacité à contrôler? Est-ce que tu te formes un peu en continuité de tout ce que tu avais appris quand tu faisais ton BTS en com et autres? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu parles avec des gens? Comment est-ce que tu fais? Alors, honnêtement, non, hein. C'est simplement que je fais les choses comme elles viennent, en ayant une ligne un point de mire, en fait. D'accord. En sachant que je veux aller là-bas, toutes les personnes qui sont déjà dans dans le même objectif que moi, qui sont capables et qui ont envie et qui, à partir du moment où on est tous d'accord, on est tous ensemble, eh ben, faisons les choses. Maintenant, c'est vrai que j'essaie de contrôler. J'ai aussi des facilités ou des connaissances sur certaines choses. Mais en même temps, des personnes plus douées que moi, à partir du moment, comme je l'ai dit, elles sont dans cette envie d'avancer avec moi, eh ben, je te laisse faire parce que tu sais faire. Maintenant, voilà, on apprend. Mais imagine, par exemple, je te dis, bon, bah voilà, moi, je suis Tanguy, je fais du réseautage, je viens te voir et je te dis, voilà, je veux t'accompagner pour développer ton réseau. Qu'est-ce que tu vas regarder chez moi? Quelles questions tu vas me poser? Comment est-ce que tu vas faire pour me tester, pour te dire, voilà, toi, effectivement, tu es quelqu'un avec lequel je peux travailler? Eh ben, c'est simple. Je vais te répondre en te disant, aujourd'hui, je suis dans une agence qui s'appelle Starting Block. Ouais. J'ai été présenté par un frère qui s'appelle Ismaël, l'un des créateurs du dessin animé Les Lascars. D'accord. Qui m'a présenté donc à une femme qui s'appelle Claire, Claire Dabrowski. Elle me dit, voilà, elle a un super projet, agence, machin, tout ça. Je ne connaissais rien, je savais même pas encore Booba, etc. Ok. Donc, rendez-vous. Moi, je vais d'abord savoir qui est cette dame, mais surtout, je veux connaître son état d'esprit. Ok. En fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais aussi que nous, on va dire artistes, avons beaucoup à donner, mais comme bien souvent on est incompétent sur pas mal de choses, on se fait toujours avoir. Ok, d'accord. Et donc pour moi, c'était test. Donc on se prend un rendez-vous, et puis quand elle me parle, je l'écoute, je la regarde, et je réussis à savoir où est-ce qu'elle voulait aller, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle me dit en plus que donc elle est associée à Booba. Alors c'est vrai qu'on entend plein de choses donc sur ce monsieur, mais quoi qu'il arrive, il y a une chose qu'on peut pas lui manquer, c'est que le gars, il est là depuis le début. Ouais. Le gars, il en veut. Le gars, il a aidé beaucoup de personnes et il aide beaucoup de personnes. Alors, je veux pas faire le gars fan ou quoi, mais quoi qu'il arrive, le gars, il est là, et puis il pourrait très bien être dans son coin et puis je me fous de tout le monde. Totalement. Mais le gars, il se rend compte qu'il y a des jeunes qui ont la dalle, qui peuvent faire quelque chose, mais qui n'ont pas les circuits. Et donc, quand j'écoute Claire, j'écoute Booba, j'écoute Anne, et je vois en plus qu'ils ont déjà fait avant, je me dis, mais déjà, je pense qu'il y a moyen d'aller dans la même direction. Et puis surtout, le truc pour moi qui est le plus important, c'est le côté humain. D'accord. Et en plus, pour moi, ce qui est aussi très important, c'est que j'évolue en France. J'ai envie d'évoluer un peu partout, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui m'est cher, c'est mon continent. Moi, j'ai des projets pour mon continent. Et donc, en parlant de ça, si j'ai évolué si je parlais avec quelqu'un capable de me faire évoluer dans plein d'endroits, mais dès que je lui parle du continent, il dit, ouais, mec, l'Afrique, on travaille pas ensemble. Ok. Ah ouais. Donc, effectivement, j'ai vu qu'on était sur plein de points d'accord et qu'on avait tous envie d'aller dans la même direction. C'est parti. Tu vois donc le background de la personne, son mindset, ses objectifs, où est-ce que la personne veut aller, et en fonction de ça, c'est là que tu peux te positionner ou pas.
C'est vrai. Ça fait partie des choses. Il y a plein d'autres choses, mais oui, ça c'est le principe. C'est ça. D'accord. Et toi, ton but avec Starting Block, on peut en parler, c'est d'aller où? Donc, c'est de faire quoi? Eh ben, c'est comme je disais, hein, c'est d'aller tout droit, d'aller tout là-haut, tout ce que tu veux. Mais tu penses que ça peut t'apporter tout ça? Ou qu'est-ce que tu attends d'eux, en fait? Qu'est-ce que j'attends d'eux? Ouais. J'attends ce qu'ils sont déjà en train de faire. C'est-à-dire que de structurer, en fait, un petit peu toutes les idées que j'ai dans la tête et puis de faire en sorte que on va magnifier ça. Parce que moi, au début, de toute façon, je connaissais pas particulièrement. J'ai vu les embrouilles qu'il y avait entre Booba et les influenceurs. Après, les journalistes, ils ont monté en épingle, ils ont dit Booba lance son agence d'influenceurs. Je me suis dit tiens, il va faire encore de l'influence. Je comprenais pas le sens. Surtout que lui, il est allé d'un point de vue très éthique, en disant on veut mettre de l'éthique dans ce business. Je me disais comment est-ce que peut-être donc lui il va pas faire des paris truqués ou bien il va pas faire du bet click ou des trucs comme ça. Donc, je comprenais pas. Et après, quand t'as annoncé, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand t'as annoncé que t'étais rentré, parce que moi je te connais. Donc je me suis dit si Berthé il va là-bas, ça veut dire que c'est autre chose. Et Berthé c'est pas vraiment un influenceur, il a pas les codes de l'influence. Donc j'ai commencé à regarder. Après avec mon gars Kevin, on a regardé le site. Et c'est là qu'on a compris en fait que dans cette agence-là, on va avoir des personnes qui ont un talent déjà, ce qui va faire la différence avec beaucoup d'autres. Et l'idée c'est de mettre en relation, de permettre à ces personnes-là qui ont un talent d'avoir accès à des budgets marketing, enfin plutôt à des campagnes de marketing, c'est ça? Alors en fait, c'est même plus compliqué que ça. D'accord. C'est vrai qu'au départ, dans les médias, les gens ont entendu Booba, ont tout de suite fait un amalgame par rapport aux soucis qu'il y avait avec une autre personne. Et donc, on parlait d'agence d'influenceurs, alors que c'est pas une agence d'influenceurs, c'est une agence de talent. Oui, et donc, ils ont pris des personnes qui ont du talent, qu'il est possible, en fait, de pousser parce que ces personnes-là n'ont peut-être pas les réseaux. Eux, ils ont les réseaux, ils ont les compétences, ils ont les connaissances et avec ton talent, tu peux aller loin. Donc, ensemble, allons-y. D'accord. Ils vous mettre en contact avec des annonceurs, bien souvent. Avec peu importe. Peu importe. Ça, tout dépend enfin, du corps de métier que t'as, tu vois. Ouais. Il y a des mecs chez Starting Block, pour parler de Starting Block, il y a des gars qui sont humoristes. Il y a une superbe tatoueuse. Ouais. Il y a moi qui fais de la BD. Et donc, par rapport à ton corps de métier, ils savent que toi, ce que tu fais, ça pourrait grave marcher. Avec ça, tu pourrais sauter un pas, tu pourrais aller plus loin, etc. Et donc, tu ne les connais pas, ou quand toi, de ton côté, tu t'es battu pour essayer de les avoir, c'était compliqué. Et avec notre aide, peut-être qu'il est possible de... Et donc, c'est ce qui se passe. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que tu bosses avec eux? Alors là, c'est tout neuf. On a déjà plein de projets que je ne raconterai pas. J'imagine. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? C'est ça surtout moi qui m'intéresse. Ça fait à peine 2 mois que j'ai signé. Ah, d'accord. Oui. Donc par là, contre, en 2 mois, il y a beaucoup de projets. Donc, on en reparlera d'ici quelques temps. D'accord. De toute façon, on continue de te suivre. C'est quoi? C'est Berthé One sur tous les réseaux? Berthé One, tout à fait. C'est ça. Et là où tu es le plus actif pour moi, c'est Instagram. Tout à fait, Instagram, ouais. Et je voulais en parler notamment d'Instagram et de When We Were Kings. Pourquoi est-ce que moi j'ai adoré ça? C'est parce que en fait, en regardant ces dessins, c'est comme si tu magnifiais et tu faisais appel à toute notre fierté d'être africain et je vais encore citer une phrase de rappeur qui dit, c'est Lino qui dit que rappelle à nos jeunes que l'histoire n'a pas commencé avec l'esclavage. Et toi, tu montres des images où on voit quelqu'un, enfin c'est ton personnage finalement, hein. C'est mon avatar. Ton avatar, hein, ouais, qui dompte les fauves, qui est avec des bijoux partout. Est-ce que tu peux expliquer dans quel mindset tu étais quand tu as lancé ça et pourquoi est-ce que tu as lancé ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à la période du confinement. D'accord. Je viens de m'acheter une tablette graphique que je ne connais pas. Moi, je dessinais à l'ancienne à l'époque. Sur des papiers, quoi. Et du coup, je m'essaye à plein de choses. Je me rends compte que mais c'est génial parce que je peux donner plein d'effets avec ça. C'est comme si j'avais en même temps une bombe, un crayon, une gomme, de la peinture, etc.
Et donc, on est surtout à la période où on entend énormément d'exactions menées contre les Noirs. D'accord. Oui, les Black Lives Matter, tout ça, c'était à cette époque-là. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. Quelques temps avant, il y a l'histoire de Théo. Ouais. Quelques temps après, il y a l'histoire de, comment ça s'appelle, George Floyd. Ouais. Je te parle même pas des histoires, enfin bref, plein de... Et donc, il y a le Covid. Et en plus de ça, j'apprends, enfin, on apprend tous d'ailleurs, à la télé, on va aller tester nos trucs là en Afrique. Comme si on était en 1900, je sais pas combien. Et donc, mais je me suis dit, mais attends, mais pour qui ils nous prennent en fait? Ouais. Ils se rendent pas compte de qui on est en fait. Et quand, en poussant la réflexion, je me dis, mais nous-mêmes, on ne se rend pas compte de qui on est. Parce que quand t'as dit ça, dans ma tête, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, mais nous-mêmes, est-ce qu'on se rend compte? C'est ça. Ouais. Et c'est là, qu'en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, on est des rois. On est des rois, mais on ne s'en rend même pas compte. On est des princes. On est en fait on est des grandes personnes, mais malheureusement, on ne le sait pas. Et du coup, je me suis dit, je vais aller puiser dans ma culture, même dans mes cultures, des choses et je vais les mettre sur papier. Et puis, j'ai pensé à When We Were King. Le noir a toujours été roi. Le noir, il est, j'ai envie de dire, il a évolué donc sur le continent avec énormément de choses. On nous a tout donné en fait. Et on nous a tout donné, que ce soit physique ou mental ou spirituel, etc. Et donc, à travers mon avatar, je me suis dit, je vais créer des petites histoires, des petits dessins, des petites choses comme ça où je vais raconter. Et donc, c'est quelque chose de choc. Et donc, dans When We Were King, en une image, je raconte que voilà, l'homme noir qui vivait sur le continent ou qui vit sur le continent, eh bien, il a des choses qui lui sont propres, qui lui ont été données donc par le divin. Et ces choses, eh ben, à nous de les magnifier, à nous de les utiliser, à nous d'en faire quelque chose. Et donc, en dessin, je raconte que, je ne sais pas moi, le noir est médecin. La médecine, c'est quoi? C'est les plantes. C'est nous qui avons les plantes qui peuvent soigner le monde. Et donc, en dessin, je mets des petites choses dans ce genre-là. En dessin, j'ai parlé du Wakanda avant le Wakanda. J'ai parlé de l'homme noir dans l'Afrique, mais du futur. Et l'Afrique du futur, on se rend compte aujourd'hui que il y a plein de choses chez nous, dans nos sous-sols, qui font que le monde évolue, qui aident, j'ai même envie de dire, qui aident d'autres pays à être encore plus haut, alors que nous-mêmes, on est dans la merde. Et c'est en ça où je raconte que, dans des histoires, que, ben voilà, à nous de reprendre possession de nos valeurs, de nous-mêmes, en fait, tout simplement. Et le fait de savoir qu'on a été king, qu'est-ce que ça change dans ta vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, attends, moi, je suis un roi. Je peux pas faire ça, ou je dois faire ça. Mais c'est clair. Pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que quand tu allumes la radio, quand tu vois la façon dont on nous rabaisse, nous les Noirs, on nous dit même, en gros, qu'on est des merdes. Et quand tu vois le comportement qu'on adopte aussi, on adopte un comportement de merde, trop souvent. Alors que quand on te dit que tu es un roi, quand tu sais que tu es un roi, tu vas adopter un comportement de roi. Non pas dans le « je me la raconte, moi ci, moi ça », mais en fait, on va être digne, on va être fier, on va être juste. Et en fait, c'est dans ces choses-là que pour moi, en fait, la royauté, c'est pas un mot jeté comme ça. Être roi, en fait, il faut le mériter. Mais comment, concrètement? Comment est-ce que t'as des exemples de trucs que tu t'es dit, voilà, moi je suis un roi, donc professionnellement je dois faire ça. Parce qu'après on va parler de l'éthique de travail. Pas de souci. Alors le truc c'est quoi? C'est un exemple tout bête. Il y a un galeriste qui va discuter avec moi, qui va me proposer de travailler, mais s'il ne me met pas sur le même pied d'égalité qu'un autre grand artiste, s'il tout de suite, bon, t'as un petit machin, en fait, moi, j'ai cette possibilité, cette facilité de le jeter en l'air comme si c'était lui le petit.
Et en fait, il est déstabilisé. Surtout, ne serait-ce que dans nos discussions. Aujourd'hui, je parle, à un moment donné, tu vois, aujourd'hui, à un moment donné, par exemple, je discutais avec une ministre, Madame Taubira. Ouais. Une femme géniale. Maman Christiane. En tout cas, c'est... Mon rêve, c'est de la recevoir là, on peut parler d'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai rencontrée. D'accord. Et puis surtout, elle a un aura incroyable. Et donc, on est tout petit devant une dame comme ça. Totalement. Et je me suis rappelé de qui je suis aussi. C'est une grande dame, mais elle a aussi affaire à un grand monsieur. Et donc, nous allons tenter de parler comme des d'égal à égal. Voilà. Évidemment, avec tout le respect que j'ai pour tout, en fait. Et surtout pour une maman, tu vois. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas voulu le dire, mais en fait, moi, je le dis, c'est maman Christiane. T'as tout à fait raison. Le sait, j'appelle comme ça. Non, mais t'as tout à fait raison, évidemment. Mais ce que je veux dire, et encore ça, c'est un mauvais exemple parce que c'est quelqu'un de très bien. Ouais. Et donc, c'était facile, en fait. Oui. Mais quand t'as affaire à quelqu'un qui tout de suite te prend de haut, moi, j'arrive, en fait, à te tirer la chemise. Tu vas t'asseoir, tu vas voir qu'on est d'égal à égal. Si ce n'est, je suis plus grand que toi. Et en fait, quand on a conscience de son pouvoir, il faut simplement être juste, tu vois, et essayer de faire les choses bien. C'est ce que je reproche un peu à nos dirigeants. Tu vas aborder le sujet politique. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre discussion. Et en lisant le livre de Will Smith récemment, il a écrit un truc où il dit, moi j'ai du talent, tu vois, je suis quelqu'un de talentueux, j'ai de la créativité, et pour gagner de l'argent, je mets une éthique de travail hors du commun au service de cette créativité. Et quand je mets les deux ensemble, ça crée de l'argent. On sait que les artistes sont pas connus pour être les plus ponctuels, les plus pros, les plus carrés au niveau professionnel. Mais toi, de l'expérience que j'ai, je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement carré. Et tu vois, tu l'as dit, tout de suite, tu t'es organisé pour pallier tes lacunes. Donc là, on avait un rendez-vous à 10h, à 9h40, même je crois que 9h30, t'es déjà là. Est-ce que tu as conscience de la nécessité d'avoir une éthique de travail hors du commun? Et comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Quelles sont les habitudes que tu mets en place pour avoir cette éthique de travail-là et pour être plus carré que les autres artistes? Alors honnêtement, je pense pas que je peux être plus carré avec les autres artistes. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui estime que j'ai perdu énormément de temps. Et donc aujourd'hui, il est temps de rattraper tout ça. Ouais. Après, on ne peut jamais rattraper le temps. Mais en tout cas, on donne les moyens de faire plus. Je me rends compte aussi que la notion de travail, c'est une dinguerie. C'est quelque chose, en fait, que j'ai sous-estimé. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais dans cette mentalité de il faut gagner de l'argent sans faire le moindre effort. Mais est-ce que vraiment, ça c'est un autre débat, mais est-ce que c'est vraiment le moindre effort? Quand tu vois les mecs qui tiennent le four, ils arrivent à 10h, ils partent à minuit. Tu peux dire que c'est le moindre effort, ça? Ah non, mais clairement que non. Ok. Ah non, clairement que non. Mais c'est vrai que je me comprends en disant cela. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, le travail, si c'était pour faire un travail qui ne m'était pas destiné, quelque chose de compliqué, j'y allais entrer dans la patte. Ok. Aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire le métier que j'aime, de pouvoir vivre ma vie en plus avec. Donc, je me dis que c'est pas du travail, ça. Ouais. Donc, me lever à 3h du matin parce que j'ai une idée, pour moi, c'est pas du travail, c'est un kiff. Et puis surtout, je me suis fixé des règles. D'abord, c'est que pour pouvoir avoir un esprit sain, il faut que je puisse virer toutes les merdes qui m'entourent. Ok. Qui m'embarrassent le crâne. Comme lesquelles? Oh là là, les personnes toxiques autour de toi, par exemple. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, de faire le ménage dans ton entourage. Tu en as beaucoup parlé, effectivement. Mais par exemple, moi, je te vois, tu cours. Je te vois souvent courir. J'allais y venir. Ok. Et en fait, le truc aussi, c'est que il faut en tout cas essayer d'avoir une bonne résistance à toute chose. Ok. Ça passe par le corps, ça passe par le mental.
Le mental, comme je l'ai dit, il y a plein de choses. Il y a le côté spirituel, aide d'abord qui fortifie ton esprit. Il y a le côté aussi, on va dire, comme je l'ai dit, hein, les gens toxiques, machin, allez, dehors. Mais surtout, il y a le physique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir une bonne santé et de faire bien les choses. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime le sport. Donc, je suis quelqu'un qui me lève très tôt. D'accord. Bizarrement, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Ok. Donc, à 6 heures du matin, je peux déjà faire une story. Moi, je suis déjà dehors en train de taper mon sport. C'est ça. Et surtout, quand je commence par faire du sport, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Je ne peux être que bien dans le restant de ma journée. Et est-ce que ça t'aide dans ta créativité? Ça t'aide à être plus créatif? Ah, mais clairement. Ouais. Ah, mais clairement, parce qu'en fait, le fait de faire du sport, pour moi, j'aime courir, par exemple. D'accord. Déjà, quand je cours, je me libère l'esprit. Et puis, même quand j'ai l'esprit, on va dire, chargé, et ben même là, je réfléchis. Je réfléchis à mon continent, à mon pays, à mon bled, comme on aime dire. Je réfléchis à mes gens, à ma famille, etc., à mes envies, à tout ça. Et en fait, c'est tout ce combo que je prends et que je vais remettre sur un papier. C'est d'ailleurs comme ça qui est née la prochaine BD que je vais sortir. Ok. Qui est une BD sur la sapologie. Ouais, là, je vois que t'es chaud en ce moment, là. Je vois beaucoup de dessins, là. Tu balances beaucoup d'extraits. Alors, c'est vrai que j'y vais doucement mais sûrement. Mais en tout cas, c'est un projet pour moi qui me tient à cœur. Ok. Parce qu'en plus, je vais travailler avec une très grande maison d'édition. D'accord. Et donc, surtout, je vais parler de mon continent. Je vais parler d'une partie de moi, en fait. Et pourquoi faire appel à des maisons d'édition? Là, je pensais même pas aborder ce sujet-là. Mais comme dirait l'autre, c'est bandant d'être indépendant. Pourquoi est-ce que toi, tu passes par des maisons d'édition alors que tu es talentueux, tu sais te faire connaître, tout le monde te connaît, je pense. Même si t'as pas une grosse communauté sur Instagram, ton nom est dans pas mal de bouches, tu pourrais sortir tes projets toi-même. Alors, j'ai envie de dire, il faut chaque chose en son temps. D'accord. Aujourd'hui, moi, je me considère que je suis un petit jeune dans le milieu de la BD, que j'ai plein de choses à apprendre, même si c'est vrai qu'on entend, non, c'est super ce qu'il fait, etc., etc. Ben ouais. Mais avec le peu d'humilité que j'ai, je dirais que je suis un petit et que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et laissez-moi apprendre. Ok. Quand j'apprendrai, quand j'aurai la connaissance, eh ben, je pourrai me permettre de tenter des choses. Malgré tout, comme je te l'ai dit, j'ai la dalle. J'ai quand même monté une petite maison d'édition. Ok. Pour l'instant, j'ai sorti aucun Pouvoir projet. faire des projets après. Voilà, exactement. Mais j'ai besoin d'apprendre. Il faut apprendre avec ceux qui connaissent, avec les grands. Non, je suis d'accord. Il y a le rappeur Dosset, que tu connais probablement, ne serait-ce que de son, que j'ai entendu parler de ce sujet. C'est-à-dire que lui, nous, on le connaît depuis toutes ces années jusqu'à ce qu'il signe. Il était au four au moulin. Il faisait les instrus, donc il faisait la musique, il écrivait les textes, il réalisait les clips, il faisait tout. Et pour autant, nous, c'est ce qui nous a permis de le connaître. Et après, il a eu la rencontre avec Oumar Digno. Et c'est Oumar Digno qui l'a amené à signer en maison de disque. Et quand il a signé en maison de disque, il explique que c'est ce qui lui a permis de se concentrer sur son art. La maison de disque développait tout autour les stratégies, les calendriers, toutes ces choses-là. Et lui, ça lui permettait d'être plus performant parce que le fait d'être au four et au moulin, ça l'empêchait de se concentrer sur son art. Tu dirais un peu la même chose? Alors oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, mais c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une agence et des personnes, entre guillemets, à mon service. Qui peuvent me donner, qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'orienter, etc. Donc, avec toutes les compétences que j'ai, et donc les compétences que d'autres ont, en fait, le combo va faire qu'on va pouvoir aller plus loin, et faire des plus belles choses. Mais, comme je le disais, chaque chose en son temps. Ouais, tu t'exclus pas. Parce que Jekyll, lui, me disait, lui, il a fait le chemin inverse, c'est de dire... Ton cousin? Ouais. Ah, je savais même pas. Congo puissance I, comme on dit. Ben, lui, il disait que il a mis autour de lui, toujours en étant indépendant, mais une équipe
d'indépendant, tu vois. Et il fait le travail d'une maison de disques, mais avec que des freelances et des indépendants tout autour. C'est aussi une autre manière de fonctionner. Tout à fait. Après, chacun est dans l'environnement qu'il a aussi. Ouais. Tu vois, Ouais. moi, peut-être que je n'ai pas eu, en tout cas, ce genre de personnes-là autour de moi au moment où j'en avais besoin. Donc, de toutes les façons, chacun essaie des solutions. Ouais. Et puis, si ça marche, c'est magnifique. Parce que la réussite de l'un va faire que ce sera la réussite de l'autre aussi un jour. Totalement. Et pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis très content d'entendre ce genre de choses parce que il y a encore nos petits frères qui un jour me diront « Regarde-moi, Berthé, je dessine et tout, machin. J'aimerais bien faire ça, mais comment ?» Je lui donnerai peut-être mon exemple, mais je dirais « Attends, parce qu'il y a aussi l'exemple de Jekyll là-bas. » Sans compter que « va le voir. » Et en fait, c'est ça le but du jeu. Ouais. Ce qui est notre richesse, je pense. Hein. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, moi, je le vois à mon niveau, que je suis un peu plus jeune. Je vous regarde tous et je vois, bon, tiens, voilà, Berthé. Moi, j'ai toujours été sensible à ce que tu disais, le fait d'être très entouré. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu reproduit à mon niveau et de voir un peu. On sait que aux États-Unis, ceux qui font de l'argent, ceux qui arrivent à travailler avec les grands comptes. Là, je suis en train de lire le livre de Steve Stout. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bon, c'est lui qui a connecté NAS avec les fonds d'investissement, par exemple. Tu vois. Et lui, depuis toujours, il a évolué chez Interscope, dans le milieu aussi de la com beaucoup. Et il a toujours réussi à faire en sorte que Jay-Z, par exemple, bosse avec Reebok. Tu vois, le travail qu'on est en train de faire avec toi, c'est ça. Et je me dis, nous, là où on est, notre culture génère énormément d'argent, mais on n'a pas encore réussi à, tu vois, créer des leviers pour que ça vienne chez nous. Et donc, toi, ce que tu es en train de faire, c'est, en t'entourant des bonnes personnes, pouvoir aussi bénéficier de la manne qui existe tout autour du mouvement hip-hop et même de ton art, quoi. C'est ça? En tout cas, c'est très bien dit. J'aime bien comment tu l'as dit, mais effectivement, j'aurais pas eu les mots pour le dire comme ça, mais honnêtement, c'est vrai que c'est le fond de ma pensée. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais définir un peu quels sont tes différents piliers, tes différentes activités, ce sont lesquelles? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, je suis donc auteur de bande dessinée. D'accord. Donc, j'ai plusieurs BD en cours, plusieurs BD sorties. T'as l'Évasion, que moi j'ai lu. On a eu d'autres après? Tome 1, tome 2. Ah, si mon fils entend ça, il va me dire, mais papa, il est où le tome 2? Moi, j'ai que le tome 1 encore. Je te le ramènerai. Ok. Je suis en train de travailler donc avec le groupe Dupuis sur une BD qui s'appelle Amour Kitendi. Kitendi? Kitendi. Qui signifie l'amour des vêtements. Ah, c'est ça dont tu parles, la sapologie. Ma langue, tout à fait. Ok, d'accord. Et j'ai d'autres projets d'ailleurs encore, mais ça, on en parlera plus tard. Pas de souci. De BD. Mais je suis aussi donc aujourd'hui, il y en a qui vont parler de street artist pour ne pas dire graffeur. Ouais. Donc je fais de la peinture aussi bien dans les rues de Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais aussi aujourd'hui dans les galeries. Je viens d'entrer dans une très grande galerie qui s'appelle la Galerie Peraya. Une galerie située dans le 6e arrondissement de Paris, qui est une très grosse galerie. Elle fait partie du top 5 des galeries parisiennes. D'accord. C'est tout récent, donc c'est juste incroyable. J'écris pour le cinéma. Il y a donc un film qui sortira aussi. Ah. Et je pense qu'on en reparlera. Ça, assurément. Mais t'écris, c'est-à-dire on t'appelle pour que tu viennes donner ton expertise de quoi? Plutôt graffeur, plutôt bandit, plutôt plus large? Alors en fait, c'est marrant. Je vais t'en dire un petit peu, mais pas trop. Nous, on veut les petits scoops. Alors honnêtement, avec la vie que j'ai menée et surtout la vie que je mène, plusieurs personnes ont été étonnées en fait du fait que de là-bas là, eh ben tu es déjà ici et on voit que tu as envie d'aller là-bas. Ouais. Et puis en fait ta vie, c'est vrai que c'est un film. Ouais. Et du coup, à plusieurs reprises, on m'a proposé d'écrire mon scénario, de travailler, en fait, de faire moi le film. De ta biographie un peu. Ma biographie. Ok. Et donc, à chaque fois, j'ai refusé, etc. Pourquoi tu refusais? Parce que j'estime que j'étais en train d'écrire les pages de ma vie, en fait. Et qu'on en reparlera quand j'aurai une carrière à la Michael Jackson. Mais ça, en fait, c'est un peu ton côté ancien. Tu vois, j'ai envie de dire. En fait, j'ai remarqué les grands. Je pense que ma génération et
notre génération commence un peu à rentrer dans le monde de la com. Mais j'ai remarqué, vous, votre génération, comme m'avait dit Kader d'African Fusion, vous êtes vous roulez avec véhicule vite teinté, montez jusqu'en haut, avec un gros gamos, mais personne ne sait qui vous êtes, personne ne sait ce que vous faites. Et vous n'êtes pas trop du genre à vouloir parler. Vous dites, c'est mes actions qui parlent pour moi. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de la com et du storytelling, tout ça. Est-ce que vous vous privez pas d'une manne financière, encore une fois, en vous cachant comme ça et en attendant quelque chose? Alors moi, j'estime en fait que j'ai bien fait. Je me suis pas caché. J'ai surtout patienté. D'accord. J'ai patienté d'être avec les bonnes personnes qui me proposeront les bons plans. D'accord. Pour être dans les meilleures conditions. Et le fait d'avoir plusieurs fois refusé, justement, j'ai accepté à un moment donné. Et quand j'accepte, aujourd'hui, justement, je suis avec les personnes, encore une fois, qui peuvent me pousser ou me mettre dans les meilleures conditions. Et donc voilà, en gros, c'est quelque chose qui va arriver. D'accord. Et avec l'aide, donc, de Booba, de Starting Blog, et voilà, des équipes, on va dire qu'on aura plus de facilité pour avoir les bonnes productions, les bonnes, etc. Parce qu'il y a cette phrase que j'ai toujours qui est le vent le vent ne profite pas à celui qui sait pas où il va. Et donc ça, c'est ce qui m'a toujours conduit à me dire, Tanguy, n'accepte pas toutes les propositions. Mais des fois, tu vois, soit par des questions financières, soit pour des raisons tu te dis, ça y est, il faut que mon heure aussi, elle arrive. Tu peux être tenté de dire, ah, vas-y, c'est bon, on y va. Mais toi, tu arrives toujours à garder la tête froide et te dire, non, ça, c'est pas mon opportunité. Alors, je vais te donner un exemple. Tu sais, je sors de vacances forcées. Je sors cette BD. Il y a il y a un engouement médiatique. Et puis moi, surtout, je me dis, je tiens absolument à passer sur telle chaîne, sur telle émission. Parce que quand tu passes là, ça y est, t'exploses en fait. Okay. Et donc, j'avais ça en tête. Mais aucune opportunité, ça ne venait pas. À un moment donné, on reçoit un coup de fil. Alors, oui, bonjour, on voudrait que vous passiez pour telle émission. Ouah, dinguerie. Je me dis, enfin, ça va être le moment, en fait. Sauf que la personne nous dit, vous allez répondre, en fait, à l'actualité aussi. On vous pose des questions sur l'actualité. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Il y a des guet-apens comme ça, parfois. Hein. Et donc, en fouillant dans l'actualité, il se passe une dinguerie à Marseille. Un meurtre, un braquage, un truc complètement ouf, tu vois. Et en fait, à moi de répondre à ces trucs-là, attends, mais moi, je suis un artiste. Moi, je suis pas un spécialiste de la criminalité ou quoi. En gros, chacun ses rôles. Ouais. Et j'ai un ami qui s'appelle Pascal Legitimus, qui un jour m'a dit, Berthé, attention, parce que n'oublie jamais que toi, aujourd'hui, tu es artiste. Tu dois répondre à des questions d'artistes, à des choses qui concernent l'artistique. Avec avec ce que tu fais, un jour, tu peux arriver au succès. Et au succès, attention, tu seras invité dans des émissions. Et dans ces émissions, les gens seront capables de te demander, ah, Bercé, tu peux nous faire la danse du ventre? N'oublie pas que toi, t'es dessinateur, t'es pas danseur. Et donc, parfois, il faut savoir aussi rester, et puis savoir dire non. Et donc, dans cette émission que je tenais absolument, machin, quand on m'a dit ça, on regarde, mais c'est des fous. En fait, j'allais m'embarquer dans un truc complètement bizarre. Et donc, on a refusé. Donc, vous avez refusé de faire l'émission, carrément? Faire l'émission, ouais. Ah ouais. Tout simplement parce que ces personnes-là voulaient m'embarquer dans un terrain. Ils voulaient même pas, c'était même pas une histoire de c'est super ce que tu fais. Ils m'ont dit non, on allait faire, on allait en parler, etc. Mais ce qui les intéressait surtout, c'était ma vie d'avant, répondre à une actualité. Mais ça, c'était ma vie d'avant. Et puis cette actualité ne me concernait pas. Et ça devait pas être facile pour toi parce que moi, j'ai tapé ton nom sur YouTube et je crois le titre de 5 vidéos sur les 7, c'est De la prison à la BD. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais le frère, il doit en avoir marre. Tout le monde lui parle de ça. Comment est-ce que ça, tu le vis? Alors, en fait, le truc, c'est quelque chose que je savais. Encore une fois, quand je sors de prison, je sais que je vais devoir utiliser aussi ça. Mais je sais que à la longue, il va falloir que je me donne un temps pour en parler, un temps pour switcher, jusqu'au moment où on ne parlera que de Berthé l'artiste. Aujourd'hui, je t'avoue qu'on ne parle que de Berthé l'artiste. Je pense, hein. Mais
quand il y a des journaux, quand il y a de la presse, quand il y a des machins, ce qui fait que pour que les gens puissent s'intéresser, ils veulent du sensationnel. Ouais. Donc, on nous parle de, mais ce mec-là du 9-3, ce mec-là de la prison, ce mec-là. Mais ce mec-là, aujourd'hui, il a évolué. C'est plus la même personne, même si c'est aussi cette personne. Ouais. Donc, je sais me servir de certains éléments par rapport à qui j'en face de moi. Mais aujourd'hui, surtout, je suis quand même un papa. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai évolué. Donc, je vais pas mettre, tu vois, je vais pas gonfler mon torse. Ouais, moi, la prison, c'est de la merde. Ouais. Surtout que ça fait longtemps, là, maintenant. Ça fait combien de temps que t'es sorti? Ça fait 12 ans. T'imagines? En fait, t'as eu une vie depuis, une grande vie, une vie riche. Complètement. Et en fait, la question maintenant, c'est comment est-ce que tu crées un nouveau storytelling? Il y a un frère, là, je sais pas si t'as déjà entendu parler de lui, qui s'appelle Tali Fofana. Lui, c'était un voleur de voiture. Et donc, il s'est fait attraper il a fait de la prison. Et arrivé en prison, il a compris qu'en fait, c'était pas un voleur de voiture, c'est qu'il arrivait à hacker les systèmes informatiques des voitures. Et donc, il a créé un système pour aider les marques de voitures à se protéger contre le vol. Et là, maintenant, il a une start-up, vraiment, tu vois, une des meilleures start-up de Station F. Et les gars lui ont dit, au début, donc c'était intéressant parce que ça ramenait la télé, effectivement. Mais je sais que c'est les gars de Lucky Day, ils lui ont dit, il faut que maintenant tu dises, je suis pas un voleur de voiture, je suis un hacker, tu vois. Et donc, créer un nouveau storytelling. Tu penses que tu as réussi à trouver, toi, les mots pour faire ça? Alors, honnêtement, je ne suis même pas, enfin, c'est même pas passé dans ma tête. D'accord. Moi, je fais ce que j'ai à faire et c'est limite, comme je te l'ai dit, j'ai des équipes, toi. J'ai des ER surtout. Ah ouais, ok, d'accord. Moi, tout ce que je veux faire, c'est créer, peindre, écrire, etc., etc. Du coup, je ne calcule même pas. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Par contre, avec le temps, je me rends compte que, mais ce mec-là, c'est lui qui a fait ça. Ah, mais il fait ça. Ah, mais en fait, on ne me parle que de l'artistique. D'accord. Et effectivement, quand j'aurai mon prochain projet, surtout si c'est quelque chose qui fonctionne, etc., on en parlera. Mais on parlera de Berthé, on parlera de son projet, on parlera de ses œuvres artistiques, même si je ne refuterai jamais qui j'étais, d'où je viens, parce que ça fait partie de moi. Mais aujourd'hui, ce que je veux mettre en avant, ce sont mes œuvres, c'est mon art, c'est voilà tout ce que, enfin, je regarde devant, quoi. Et une toile de Berthé, aujourd'hui, dans le game, ça vaut combien? Si je veux un beau tableau pour mettre dans mon bureau. Alors, ça dépend. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, pour répondre à ça, il faut aller à la galerie Peraya. Ok. Il y a quelqu'un toujours, il y a toujours une personne pour chaque truc, quoi, c'est ça. Mais ouais, non, ça dépend, hein, il y a des toiles, après tout est relatif, il y a des toiles pas très chères, tu peux trouver des toiles à 2000, 3000 balles. Tout comme tu peux trouver. Je croyais qu'il allait dire 200, 300 euros. Il a dit 2000, 3000. Ok. Ouais, tout est relatif. Après, il y a des toiles bien, bien plus chères. D'accord. Et toi, ça te fait pas bizarre, justement, que t'aies une toile, que c'est un truc que toi, t'as mis, peut-être t'as mis du temps, j'imagine, mais qui valent ça? Et est-ce que t'as pas eu aussi des leviers, enfin des blocages sur le prix de tes œuvres, des blocages mentaux pour te dire je peux facturer une de mes œuvres à temps? Alors carrément pas. Jamais? Carrément pas. Ah, c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, si quand même, c'est vrai, t'as raison. À un moment donné, quand quand j'ai fait mes premières expériences avec le monde des galeries et qu'on me disait combien faut vendre, je dis mais je ne sais pas. Moi, je sais pas. Sauf que avec le temps, et quand je vois aussi l'engouement qu'il y a, quand je vois aussi le travail que je fais, etc., je me dis, mais non, mais en fait, je suis comme les autres. Encore une fois, comme les autres artistes. D'autres artistes, tu leur poses la question. Tu vois, moi, tu me l'as posé, je t'ai répondu en étant le plus calme possible. Il y a d'autres gars, ils sont encore plus calmes. Ils vont te sortir normal. Ah, la mienne, c'est 80 000. Mais pour eux, c'est normal. Pourquoi eux, ça vaut 80 000? Évidemment qu'il y a tout ce contexte de qui est la personne, le travail qu'il a fait, le nombre d'années dans lequel il évolue. Il a sa cote, etc. C'est vrai. Mais moi aussi, je vais travailler ce truc-là. Donc moi, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, profitez-en. Achetez parce que ça ne vaut que 2000 ou 3000. Profitez-en. Parce que rendez-vous dans 5 ans, rendez-vous dans 10 ans. Ce sera plus la même chose. Sauf que je vous sortirai dans le plus grand des calmes. Ah, mais toi, c'est 30 000. Donc en gros, je ne vaux pas moins qu'un autre, tout simplement. Non, totalement.
Mais comment tu fais justement pour gonfler ta valeur? Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place pour ça? Si tu devais parler à un petit jeune qui, lui, se lance dans le street art, qui a graffé dans les trains pendant longtemps, auquel on a dit, mais toi, tu as du talent, et qui se dit, voilà, je veux rentrer aujourd'hui dans le monde des galeries. Quelles sont les stratégies que tu pourrais lui donner pour que son blaze grossisse et que le prix de ses œuvres aussi se grossisse? Alors, c'est comme tout. Déjà, il faut rester passionné. Il faut faire en fait, il faut taffer, en fait. Ouais. Et puis, si tes œuvres plaisent, maintenant, il faut te montrer. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, la chance que vous avez, les jeunes, c'est que vous avez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez montrer votre travail à l'autre bout du monde. Ouais. Mais surtout, le principal, c'est d'être dans une bonne galerie. Et pour moi, c'est récent. Hein. Ok. Tu vois, j'ai travaillé avec des galeries, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis représenté par une galerie et ça change tout. Ah. Je suis représenté par la galerie Peraya, comme je te le disais. Ouais. Et en fait, cette galerie, c'est l'une des très grandes galeries françaises qui a poussé des grands noms. D'accord. Tu vois, dans la galerie Peraya, il y a juste à regarder le site. Hein. Ok. Les noms qu'il y a, c'est des grands monsieur de la peinture. D'accord. Et donc moi, je suis le petit jeune qui arrive. C'est juste ouf, tu vois. Ouais. Par contre, comment tu as eu le plug là-bas? C'est un starting blog ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est un peu des deux, en fait. Okay. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que Starting Block était là à booster le truc et tout et tout. Et puis surtout, mon travail, en fait, a fait que je me suis déplacé dans cette galerie. Et puis, j'ai expliqué que je bossais de telle manière. Et puis, il s'est passé un truc de fou parce que quand j'arrive dans la galerie, je veux parler au patron. Et puis, l'un des gars des vendeurs, je suis quand même dans une grande galerie dans Paris, moi, je les connais pas, tu vois. Et puis, je lui dis, je m'appelle Berthéwan, je voudrais parler au patron. Il dit, je croyais qu'on disait Berthéwan. Et je me dis, mais mince, il me connaît, en fait. Et c'est là où, stratégiquement, ça va vite. Ouais. C'est-à-dire que j'arrivais comme un petit jeune, un peu avec la frousse. Vous êtes dans la merde. En fait, vous me connaissez, on va parler bien. Ouais. Mais, je tiens aussi à rendre hommage à un pote qui s'appelle Zenoy, donc un grand monsieur de la peinture qui m'a donné un sacré coup de main dans les coulisses. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est mon travail, en fait, mon travail personnel qui a fait que des gars ont repéré que Berthé, c'est bien ce qu'il fait. En plus, humainement, c'est quelqu'un qu'il faut aider. Et donc, mon pote Zenoy, qui était déjà dans cette galerie, a poussé aussi le truc pour que non, tu vas avoir un rendez-vous et tu verras qu'il va t'écouter. Et mon travail a fait que, en voyant ton travail, effectivement, on peut bosser ensemble. Mais alors, du coup, moi, j'essaie de comprendre en termes de business model. Avant, ce que tu faisais, quand tu allais dans les galeries, par exemple, je me souviens, on avait fait un plug avec la galerie Huawei, je sais pas si tu te souviens. À République, donc t'exposais là-bas pendant, je sais plus, 1 semaine, 3 semaines, c'est ça? Alors chez eux, j'avais exposé, je crois, un truc comme ça, 2-3 semaines. Voilà. En général, c'est un mois. Ouais. C'est ça, donc tu fais une courte période là-bas, et une fois que t'as exposé, eux, ils vendent des tableaux, ils prennent leur part, tu prends la tienne, c'est ça? Et ça, tu l'as fait, même la galerie à Saint-Honoré que t'as eu là au départ, c'est des choses, c'est des actions un peu ponctuelles, que tu faisais. Et là, maintenant, tes œuvres, elles sont systématiquement, en tout cas, elles restent tout le temps là-bas dans la nouvelle galerie Peraya, c'est ça? Peraya. Et lorsque eux ils vendent des tableaux, toi tu prends ta com, c'est ça? Enfin, eux ils prennent leur com plutôt. Ouais, c'est le système des galeries, quoi. Je connais pas. Tu dis ça comme si nous on était des gars des galeries. Autant pour moi, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un galeriste, c'est son métier. Ouais. Il connaît énormément de personnes. Et plus un grand galeriste, plus il connaîtra des personnes influentes qui n'ont pas peur d'acheter un tableau qui coûte cher même. Et donc, le travail du galeriste, normalement, c'est d'évoluer avec des artistes. On t'a connu tes personnes. On va faire en sorte de te faire connaître dans le métier au niveau des grands collectionneurs, au niveau des grandes foires de peinture, etc. D'accord. Peut-être même à travers le monde, si tes œuvres plaisent, justement. En tout cas, tu n'es personne aujourd'hui. On va se donner un temps où on va monter ta cote. D'accord. Donc, on va faire en sorte que tes œuvres soient vues, les gens vont acheter, et quand on va voir que les gens achètent de plus en plus, attends, il faut monter le prix. Et donc, on monte le prix, et puis il y a ce qu'on appelle des ventes aux enchères aussi. Ouais. Et quand il y a des ventes aux enchères et que tes œuvres sont vendues donc aux enchères,
Et donc, je sais pas moi, une toile qui, au départ, est mise en vente à 1 000 €. Et puis, elle termine à 5 000, 10 000 €. Et puis, ta cote a monté, en fait. Et lui, son travail, c'est de faire tout pour que ta cote monte. Alors, c'est pas faire tout est... En fait, son travail, c'est de montrer ton travail. Ok. Et puis, de faire en sorte, évidemment, que tu vendes. Et puis, les choses se font d'elles-mêmes. Si les gens apprécient ton travail et achètent, au fur et à mesure, on monte. Parce que il peut pas monter les prix comme ça, juste, tu vois, au hasard. Et puis, si ça ne s'achète pas, parce que tu ne vaudras rien, t'es un artiste avec des prix comme ça, mais personne n'achète ton truc. C'est ça sert à rien. C'est ça. Donc, faut commencer doucement, et puis petit à petit, on monte. Et le fait d'être dans une grande galerie, comme la galerie dont je vous parle, eh ben, c'est que autour de moi, il n'y a que des grands messieurs, en fait. Du coup, le petit artiste là qu'on ne connaît pas, comment ça se fait qu'il est avec tous ces grands messieurs là? Ouais. Donc déjà, ça doit pas être n'importe qui. Et avec le temps, eh ben on verra si ça avance ou pas. Et ça, c'est ce qui va te permettre de monter ta cote. Et le move d'après là, c'est quoi? Sur la partie artiste. Alors le move, c'est comme je te l'ai dit, un film. Ouais. Ça pour moi, c'est un autre business encore. Enfin, Ouais, c'est une autre branche. Business, tout à fait. Je parle vraiment sur la partie artiste. Ok. C'est quoi ton move? Alors le truc, c'est que moi, aujourd'hui, j'évolue donc en France. Ouais. Mais ce qui est très, très important pour moi, c'est que je me rends compte que quand je pars sur le continent, quand je pars au Congo, mais il y a des artistes, mais juste incroyables. Mais j'ai envie de dire, tu vois, on nous parle des Picasso, on nous parle des... Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils ont été choper nos trucs? Encore une fois. On le dit souvent, ouais. Et bon, ça, on va dire, c'est une autre conversation. Mais ce que je me rends compte, c'est que quand j'arrive sur le continent et que je me promène dans n'importe quelle petite rue, là, je vois des artistes. Mais si ces mecs-là étaient aux États-Unis, si ces mecs-là étaient en France, en Angleterre, en Suède ou je ne sais où, mais ce serait incroyable. Okay. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est que ces mecs-là, il y a toujours un petit gars de France, une petite dame bizarre qui va dire, ah tiens, je te donne 3,50 €, donne-moi ton tableau. Et ici, on les revoit des fortunes incroyables. En fait, même culturellement, encore une fois, à notre époque, on se fait encore avoir. Ouais. Et c'est en ça où je me dis que non, il faut déjà, encore une fois, qu'on connaisse notre valeur. Il faut qu'on puisse montrer notre travail. C'est-à-dire que l'Africain qui se trouve au fin fond de son village, là, mais qui fait des œuvres incroyables, aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, tes œuvres peuvent être vues quelque part au Japon. Et aussi, le truc, c'est la connaissance. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir faire du business, en fait. Il faut pas avoir peur de l'autre. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. Même quand tu sais communiquer, même quand tu sais faire du business, eh ben, des fois, malheureusement, heureusement pas tous, mais des fois, l'Africain, il va parler à une personne d'ailleurs, il va croire que la personne d'ailleurs peut le sauver, tu sais, est plus grande que lui. Alors que c'est lui qui est plus grand. Et c'est toi qui as l'or. C'est toi qui as tout. C'est toi qui as le soleil. Lui, c'est un radiateur. Mais toi, tu vas croire que c'est lui le soleil. Donc, en fait, c'est ça. Après, évidemment, je sais que c'est pas facile. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais quitté le village, qui n'a jamais quitté son pays, etc., dialoguer, machin, on connaît pas. Ouais. D'où la connaissance. Mais qu'est-ce que toi, tu vas apporter? C'est-à-dire que toi, tu vas aller en Afrique, sourcer des beaux projets et faire la mise en relation entre le continent et ici? Alors déjà, ça, on en parlera parce que j'en suis pas encore là. Ouais. Mais déjà, pour moi, ce qui est important, c'est que mettre une graine dans la tête. Ouais. Et donc, c'est important que j'aille à la rencontre de ces artistes et leur dire que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Qu'ils sachent que, ah bon, que ça me fait penser un peu à nos papas. D'accord. Quand ils voient leurs frères africains venir au pays pour les vacances, il y en a, c'était des... moi, je suis congolais. Il y en a, c'est des farceurs. Hein. Ouais, totalement. Donc, je sais que tu sais de quoi on parle. Ouais, c'est très bien. Donc, il y a des gens qui ne savent pas et qui s'imaginent plein de choses. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui te disent la vérité. Mais même quand on te dit la vérité, tu vois, quand toi, t'arrives en Afrique et tu dis, mais là-bas, il fait froid des fois, le temps, c'est comme si tu étais dans un congélateur. Et puis, tu te lèves tôt. Et en plus, nous, on gagne moins, etc., etc. Mais il y en a qui vont dire, toi, t'es un farceur, toi, tu veux pas qu'on aille là-bas. C'est ça.
Tu veux pas. C'est comme si tu veux nous empêcher d'aller prendre la lumière, quoi. Et donc, par rapport à la peinture, c'est la même chose. Moi, j'aimerais être de ceux qui vont leur dire, regarde comment ça se passe là-bas. Par contre, si tu sais jouer avec le jeu que tu as, t'es capable de faire des trucs de ouf parce que le talent que tu as là, il est incroyable. Et donc, celui qui aura la tête ou les oreilles pour entendre et qui saura mener sa barque, eh ben, juste, tu sais, faire des poussettes, en fait. Ouais. Ah, tu connais pas un tel? Attends, tiens, il y a un tel. Ta connexion, machin, tout ça. Peut-être aussi donner des conseils. Ça, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire un jour, ou en tout cas, voilà. Non, parce que moi, de ce que je vois, tu te fais beaucoup dans les prisons, avec les ateliers de dessin et autres. Et finalement, ce genre de choses-là, tu peux aussi les reproduire là-bas, non? Avec ton asso Macadam. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec Macadam? Et qu'est-ce que vous pourriez faire aussi sur le continent, pareil? Alors, en fait, Macadam, donc, c'est mon association, effectivement. C'est une association qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Ok. Alors, j'aime pas trop le mot réinsertion par l'art, mais bref, en tout cas. Et le deuxième, c'est d'essayer d'emmener la culture là où elle est difficile d'accès. Et comme je suis un fouteur de merde, moi, je voulais, premièrement, avoir comme premier partenaire le ministère de la Justice. Ouais. Je voulais retourner dans les prisons. Ok. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, je retourne dans les prisons, mais je vais aussi dans les écoles, dans les quartiers, dans les médiathèques, etc. Et je m'adresse à des jeunes qui pensent n'être bons qu'à foutre le bordel. Et je leur propose différents ateliers. En ce qui me concerne, ce sont des ateliers de BD où je leur apprends à penser une BD, à écrire une BD et à dessiner, même avec des gens qui ne savent pas dessiner. Et à la finale, les gars me disent, mais c'est incroyable, c'est ouf ce que... Et pour valoriser leur travail, même, des fois, on propose une exposition. Et j'ai déjà des gars qui m'ont dit, Berthé, c'était génial. Mais moi, t'es fou, j'expose pas. Alors moi, je suis là, mais pourquoi? Regarde le taf que t'as fait, c'est génial. Et un gars m'a dit un jour, mais t'es fou, c'est trop mortel. Si j'expose, on va me la voler, ma planche, t'es fou. Alors que c'était une personne qui, au départ, me disait, moi, je sais pas dessiner, je ne saurais pas écrire une machin, bref, c'est mort pour moi. Et à la finale, il parle comme ça. Et ce que je leur dis, c'est que dans la vie, c'est comme ça. On pense qu'on n'est pas capable. Il suffit simplement de s'y mettre, de ne rien lâcher, et le taf fait le reste. Tu pensais ne pas être capable de poursuivre telle ou telle étude, de faire tel ou tel métier. Mais regarde comment t'as rien lâché. Et voilà le résultat. Et tu penses que en rentrant en contact avec des institutions, genre l'Institut français au Congo, à Brazza ou à Pointe-Noire, tu penses qu'ils pourraient aussi mettre ce genre de projet-là, d'organisation d'ateliers de bande dessinée ou autre? Alors, honnêtement, je pense que c'est des choses qui se feront. Tout dépend des projets que je vais emmener. Alors, de diverses manières, hein. Aussi bien de par l'association, donc mon association, Macadam, etc. Mais avec ce que je t'ai dit sur par exemple, la BD, sur la sapologie. Parce qu'en fait, c'est sur la sapologie le thème. Mais je raconte une histoire africaine. Pour te faire le résumé du truc, c'est l'histoire de deux frères. L'un vit en France, l'autre vit en Afrique. Celui qui vit en France veut construire une maison en Afrique. Mais il sait que comme il n'est pas sur place, il va se faire avoir. Mais heureusement qu'il a son frère. Problème, son frère, c'est un sapeur. 3 petits points. Ok. C'est ce qu'il va faire avec l'argent, quoi. En tout cas, potentiellement. Mais ça va me donner, j'imagine, plein de petits rebondissements et d'histoires truculentes à raconter, quoi. Ça veut surtout dire que aujourd'hui, on va raconter nos réalités. On va aussi raconter notre imaginaire. On va raconter nos super-héros. Et c'est en ça que la culture, c'est un super pouvoir. Et moi qui suis fils de l'Afrique, qui vit, qui évolue en Europe, ben, j'ai envie de ramener ça chez moi. J'ai envie de partager et de voir aussi toutes ces pépites qu'il y a chez moi et leur dire que c'est maintenant, les gars. Et voilà les histoires, guette la culture que vous avez. Et balancer, c'est maintenant, en fait. On s'intéresse à nous. Mais qu'est-ce que tu penses que... Alors déjà, toi, en tant que membre de la diaspora, quelle est la différence que tu vas apporter dans tes dessins et dans ton histoire par rapport à quelqu'un qui serait franco-français? Je veux même pas prendre l'extrême de Tintin au Congo, mais même quelqu'un qui serait de bonne foi et qui a envie de raconter, de valoriser l'histoire africaine. Qu'est-ce que toi, tu apporterais de plus? Et qu'est-ce que apporterait encore de différent quelqu'un qui a grandi, qui est au Congo depuis toujours, quoi?
à ton avis? Alors moi, je pense que j'apporterai justement ce côté diaspora. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui fait que c'est vrai que on a grandi ailleurs, en Europe, mais on a toujours un œil sur chez nous, parce que c'est chez nous. Et on a envie d'apporter justement de l'excellence. Et donc, on a envie d'apporter autre chose, une autre vision. Mais en même temps, une personne qui a grandi dans le pays, il va nous raconter sa réalité. Il va nous raconter ses histoires, sa culture, ses vérités. Et tu penses qu'il va le faire différemment finalement de ce que toi tu pourrais faire? Ah mais clairement. En quoi? Ah mais tout simplement, regarde. Un exemple tout bête. Je sais pas, sur les exactions, pardon, qui se passent d'un pays à l'autre. Ouais. Moi, j'ai cette vision africaine, mais aussi française, de ce qui se passe, de la façon dont nos pays sont exploités. Ouais. On va le raconter à notre façon. Mais en même temps, je profite aussi de tous ces trucs-là. Nous, on allume la lumière, tout va bien ici. Totalement. On boit de l'eau, on ouvre le robinet. Par contre, moi, je vais le raconter à ma manière. Par contre, l'Africain, il va aussi le raconter à sa manière. En fait, on en revient toujours à la même chose, cette histoire de tant que les lions n'auront pas leurs propres écrivains. C'est le chasseur qui racontera et la partie, elle sera toujours à son avantage. Et là, ce sera intéressant justement d'avoir le point de vue du lion. Non, mais de toute façon, sur le principe, moi, je suis totalement d'accord. J'ai aucun doute là-dessus. Et je sais que c'est toujours une saveur différente, un point de vue aussi différent. Nous, en Occident, mine de rien, on arrive quand même à, je sais pas si on fantasme un peu parfois la vie en Afrique, où on l'édulcore en tout cas à notre manière. Et quand je parle avec les gens qui sont sur le continent, à chaque fois que je les entends parler, je dis, ah ouais, non, vraiment, nous, on est à l'ouest, quoi. On croit que soit qu'on est plus fort, soit qu'on est moins fort. Enfin, on a toujours une vision qui est biaisée et on a besoin de ça, effectivement. Et effectivement, si je pense à mes enfants, par exemple, eux, quand ils lisent des BD, bon, ils ont eu la chance de pas être comme nous. Donc, nous, on a lu Tintin au Congo, tu vois, et on l'a vu, les grosses lèvres rouges. Eux, ils ont la chance d'avoir des Berthet, il y a plein d'autres jeunes aussi qui font de la BD. Et, mais ce qui leur manque, je pense, c'est d'avoir des BD qui viennent du continent. Je pense que la BD n'est pas beaucoup développée. En tout cas, on n'a pas encore suffisamment mis en avant et vendu ici, je pense. Effectivement. Attention, par contre, c'est important aussi de préciser que il y a des choses qui se font. Oui. Effectivement, comme tu l'as dit, malheureusement, c'est pas assez exporté, etc. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, alors j'ai pas les noms en tête, mais il y a des grandes maisons d'édition. Il y a énormément d'artistes ivoiriens, d'auteurs de BD incroyables. Donc, il y a des choses qui se font. Et j'aimerais faire partie justement de ces gouttes, en fait, de ces artistes du continent qui distribuent en fait leurs œuvres. Ok, non, bah c'est top. C'est top. Et tu m'avais dit la dernière fois que t'avais des contrats pour développer des choses en Afrique, là, non? Alors, chaque chose en son temps, mais on en parlera plus tard. On en reparlera. D'accord. Ok, j'avais pas noté que ça, c'était des choses qu'il fallait garder. Ok. Mais là, finalement, donc, aujourd'hui, tu disais, t'as le dessin. Et le dessin, on en a beaucoup parlé. Tu parlais d'un film sur lequel t'es en train de travailler sur l'écriture et t'as expliqué encore comment est-ce que qu'est-ce que t'allais apporter à ce film-là. Dans le dessin, on a parlé de la BD, mais aussi de ce qui est dans les galeries. Donc, de comment est-ce qu'on peut se procurer tes œuvres et autres. Est-ce qu'il y a d'autres activités encore? Chaque chose, enfin, on fait comment te dire? Artistiquement, on va dire que non. Ok, d'accord. On va dire que humainement, avec mon continent, j'ai encore plein d'autres idées. Ouais. T'as plein d'autres idées, mais au-delà de l'idée, qu'est-ce que tu fais? Moi, je parle aujourd'hui. Parce que, bon, après, tu vas me dire, c'est déjà beaucoup, en vrai, tu vois. Alors oui et non, parce qu'il y en a jamais assez. Ouais, mais... Ce que je veux te dire par là, c'est que, honnêtement, je fais des choses. Enfin, j'essaie en tout cas de faire des petites choses. Mais je sais pas si ça vaut le coup de blablabla. Non, bien sûr. Moi, j'espère que un jour, Black Network aura l'occasion de faire pourquoi pas une petite émission. Ouais. Liberté, on va te suivre aujourd'hui, on vient chez toi. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on sait un petit peu
comment ça a commencé là-bas, machin. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'espère que j'aurai l'occasion de te dire, ah ben, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Regarde, c'est possible. Regarde les jeunes, machin, tout. Et puis ce que j'ai fait moi, alors que j'étais déjà là-bas, je pensais déjà. On en reparlera. Mais pour l'instant, on travaille seulement. D'accord. Mais de toute manière, on est connectés et je sais très bien que tu me tiendras informé de toutes les évolutions. Et quelle est ta vision de la communauté? Parce que ça fait longtemps que tu es là. Ça fait longtemps que tu vois un peu l'évolution et on s'est retrouvés dans des endroits où tu me disais, ah tiens, c'est bien de voir que la communauté fait ci maintenant. Comment est-ce que tu vois la communauté aujourd'hui en 2024? Ah ben, en 2024, je me rends compte que c'était pas ce que j'ai vu en 2020. C'était encore moins ce que j'ai vu en 2006. En fait, ça évolue et ça évolue vite. Ce que je me rends compte surtout, c'est que les mentalités changent. Malheureusement, toujours pas assez de personnes qui font les choses, parce que bien sûr, il y a des difficultés de toutes sortes, que ce soit financières ou quoi. Mais au fur et à mesure, je vois que, ah non, mais moi, je pensais que j'essayais de mon côté de me battre. Mais attends, mais le mec là-bas, il s'est battu, il se bat bien. Et puis lui aussi. Et puis elle là-bas. Et puis, en fait, c'est génial. Regarde, il y a juste à regarder une seule chose. On est dans un super studio. Quand je vois les gars où est-ce qu'on est, et je me dis, waouh, vous êtes connectés. En fait, non, les gars font les choses ensemble, etc. En fait, c'est mortel. Regarde encore un truc. C'est là, je vois que notre sœur, Aya, elle se fait attaquer de partout. On est en plein dans la polémique, là. Exactement. Mais ce que je constate aussi, c'est que peu importe, en ce moment, il y a des gars qui viennent et qui se disent, arrêtez de parler comme ça. Totalement. Et de plus en plus. Alors qu'à l'époque, ça me vénère, mais à l'époque, un noir tombait, l'autre noir passait par-dessus, ne regardait même pas. Ah, tu trouves qu'il y a une évolution là-dessus, que les gens prennent plus, parce que pour que les gens comprennent, de toute façon, les gens vont regarder longtemps après. Aya Nakamura, là, on est en plein dans une polémique parce qu'il y a les JO qui arrivent à Paris. Et Macron, je sais pas comment, mais il a voulu que ce soit elle qui chante en ouverture et qu'elle chante Edith Piaf. Et là, t'as tous les racistes qui se réveillent sur les plateaux, qui commencent à la détruire et à dire que c'est pas elle qui devrait chanter. Et effectivement, faut s'en rendre compte. Mais j'ai vu des Claudiciard, des Mokobé, tout le monde la booste et la pousse au maximum en disant que elle mérite sa place et que c'est la Française qui représente le mieux la France à l'international. Et toi, ce que tu dis, c'est que même ce comportement-là, avant, on ne le voyait pas. Avant, on ne le voyait pas, les gens prenaient pas parti, mais avant même que les personnes en fait essaient de la défendre, ou je sais pas si c'est vraiment ça le mot. Je constate quand même une chose, c'est que Madame Aya, j'insiste, Madame Aya Nakamura est une femme forte. La dame, elle s'en fiche complètement, elle se tape, elle est là, et quoi qu'il arrive, elle parlait. J'ai pas besoin de beaucoup parler. Moi, je sais qui je suis. Regardez ce que j'ai fait. C'est pas pour rien qu'on m'a appelé. Et donc, franchement, total soutien à cette dame. Ouais, totalement. On est d'accord. On espère qu'elle va continuer de fermer des bouches comme elle le fait. Pour moi, c'est évident. Ok. Question un peu pour terminer. Je pose toujours la question de la santé mentale parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses. J'ai bien compris que tu es déterminé, que tu as un mental très, très fort. Comment tu fais justement pour tenir le coup et être toujours au top face à toutes ces difficultés, enfin face à toutes les difficultés que rencontrent les entrepreneurs? Parce que j'ai vu que t'as jamais travaillé, c'est ça? T'as jamais une fiche de paye? C'est ça? Aujourd'hui, je suis mon propre patron. Effectivement, j'ai jamais bossé de ma vie. Enfin, je bossais pour quelqu'un en tout cas. Ok. Donc, comment est-ce que tu fais pour garder ton équilibre mental? Je suis bien entouré au niveau de ma famille déjà. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les choses toxiques, je les vire. Et puis, j'ai, on va dire, mon équilibre spirituel et puis mon équilibre physique qui est le sport. C'est ces trois piliers-là sur lesquels tu t'appuies pour conserver ton équilibre mental. Et tu parles beaucoup de tes parents et de ta mère qui venait chaque semaine pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu transmets toi à tes enfants comme valeur forte que tu as reçue de tes parents?
Bah, en fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est le travail, c'est la famille, c'est être, enfin, toujours regarder la tête haute, quoi. C'est possible, en fait, d'avancer et d'aller loin. Mmh. Peu importe qui on est, peu importe, voilà. C'est ça que ta mère te disait, que ton père te disait? Ah ouais, à fond. À fond, D'accord. c'est battez-vous, quoi. Ouais. Et tu penses que c'est un peu la mission des jeunes issus de la diaspora en France? C'est d'être toujours en train de se battre, de toujours ne Alors, rien lâcher? moi, j'ai envie de dire, ça fait bizarre, en fait, de dire de toujours en train de se battre parce que on pourrait se dire que oui, attends, la vie, il faut pas tout le temps la vie, c'est un combat, quoi qu'il arrive. Et donc, oui, il faut tout le temps se battre, mais surtout, faut tout le temps, faut tout le temps gagner. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que la vie, c'est un combat. Ouais. Il y a des fois, évidemment, tu vois, on perd une lutte, on perd pas le combat. Donc, quoi qu'il arrive, toutes les luttes, au fur et à mesure, on devient plus fort. Ouais. Eh ben, faut gagner, faut gagner, faut avancer, faut avancer. Et un jour, quand on voit qui tu es, quand on voit que, attends, mais cette dame-là, c'est une dame forte, intelligente, je sais pas moi, qui a du bagage, qui a machin, machin. Mais la dame, elle est pas arrivée comme ça. Elle s'est battue. Ouais. Encore, je reviens sur Aya. Ouais, elle s'est battue, forcément. Eh ouais. Et tout ça, c'est ce qui te... Comment dire? En fait, j'ai envie d'essayer de comprendre comment aujourd'hui, moi je suis avec mes enfants, je me dis, bon bah voilà, les parents de Berthé, ils ont eu des bons mots pour l'amener là où il est aujourd'hui. Et j'ai envie de tirer d'eux des enseignements que moi je pourrais partager à mes enfants, quoi, tu vois. D'accord. Bah, moi, je dirais, tu vois, en fait, j'ai des parents qui ont deux façons de voir le monde. Il y en a un qui dit les études, les études, les études. Ouais. Foncez les études, les enfants. Eh ben, effectivement, les études, c'est important. Mais il y en a un autre qui dit les études, c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Ok. Le principal, c'est de bosser, d'être droit dans ses bottes, de faire bien les choses. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont épanouis et qui font bien les choses et qui sont carrés. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui ont des diplômes incroyables, mais qui galèrent. Ouais. Donc, en fait, écoutez votre essence et faites ce que vous avez envie de faire. C'est important. Avec le travail. Ouais. Et toi, t'as toujours su trouver toujours eu confiance en cette petite voix qui te parlait? Il y a pas des moments où tu te dis, voilà, mon essence me dit, la voix me dit ça, mais je vais pas l'écouter ou... Ah, mais clairement. La preuve, j'ai fait un tour en tôle. Oui. Ah ouais, non, j'ai toujours voulu dessiner, j'étais à fond dedans. Ouais. Sauf que comme je ne me connaissais pas, c'est ça. J'ai dévié de route. Et c'est quand je me suis retrouvé, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot retrouver. Quand je me suis retrouvé, quand j'ai su qui j'étais. Mais aujourd'hui, il peut se passer des belles choses dans ma vie. Et donc pour toi, la priorité, c'est d'apprendre à se connaître. À fond. D'avoir confiance en soi. D'accord. Non, mais c'est top, c'est top. Merci pour ce temps que tu nous as accordé et pour tout ce que tu as partagé. Qu'est-ce que un réseau comme Black Network, qu'est-ce qu'un réseau comme Black Network peut t'apporter à toi aujourd'hui? Vous pouvez m'apporter trop de choses. C'est-à-dire? Attends. Black Network, la chance que j'ai, c'est que vous êtes... en fait, vous parlez aux gens de ma communauté. Ouais. Moi qui, aujourd'hui, en plus, fais de la BD où je raconte ma culture, je raconte mon continent, mais on va dire que les premiers qui devraient, en fait, supporter, aider, lire, machin, mais sont les miens. Black Network, vous leur parlez. Ok. Donc, il y a forcément quelque chose à faire. Ok. Ça, c'est noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et si tu avais juste un mot, une bouteille à la mer, tu te dirais, voilà, je veux que ma jeunesse, donc l'audience, ma communauté, pardon, l'audience de Black Network, qui sont bien souvent des jeunes, noirs et entrepreneurs, qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils retiennent, qu'ils se disent, voilà, tu te dis, voilà, on va finir ce podcast, il faut que vous gardiez ça. Ce serait quoi? Moi, je dirais que, en fait, je pourrais même pas vraiment donner un truc parce que les choses se font déjà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la communauté Black Network, comme tu l'as dit, ce sont des jeunes noirs entrepreneurs. Ouais. Aujourd'hui, on sait que quand on est jeune
quand on est noir, quand on est entrepreneur, si on réussit, bah, il faut aider l'autre. Et surtout, il faut rester soudés, quoi, entre nous. Et en fait, je me rends compte déjà qu'il y a plein de choses qui se font. Regarde, j'ai donné l'exemple du studio, de simplement ce bel endroit où on est, ce que tu donnes de la force aux gens. Et en fait, voilà. Et en fait, c'est le cycle. On pouvait pas mieux finir. En tout cas, Berthé, je te remercie d'avoir pris ton temps ce matin pour parler avec nous. Et on continue de te suivre. On espère que la collaboration avec Starting Block va donner de belles choses, que on va encore te voir plus rayonner là où tu le mérites et que tu aies tout ce dont tu as besoin pour être celui que tu dois être. C'est ce qu'on te souhaite. Et à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité, toujours aussi intéressant que l'aura été Berthé. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.